qui nous parlera en fait de la chirurgie thyroïdienne et des parathyroïdes. Et voilà, nous demandons à tout le monde de pouvoir désactiver son micro pour permettre une bonne audition. Sinon, docteur Anna, à vous la parole. Bonjour à tous. Donc, oui, je vais demander à tout le monde de couper son micro et de toute façon, vous pourrez poser des questions quand vous voulez à la fin du cours et puis plutôt par écrit si c'est pour que ce soit clair, si ça vous va. Donc, je suis D'accord, ça nous va. Ok, je suis le docteur Ada Kartotayev, je suis chirurgien digestif dans le service de M. Catan à l'hôpital Saint-Louis. Tout d'abord, vous parler de la chirurgie thyroïdienne. S'il vous plaît, je m'excuse. Le son, il est très bas. Nous ne vous entendons pas bien, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est le cas avec tout le monde. Alors, je ne sais Non, pas. chez vous seulement. On vous entend à peine. Le son est trop bas. Oui, mais je ne peux pas faire beaucoup mieux. Alors, attendez. Est-ce que vous m'entendez mieux, là? Oui, c'est bon. Oui, ça va. C'est bon pour vous? D'accord. Ok. Donc, alors attendez, il faut juste que je puisse activer mes diapos. Excusez-moi. Alors, voilà. Donc, le plan du cours, c'est qu'on va d'abord parler des indications chirurgicales, ensuite du carcinome papillaire de la thyroïde, comment faire le diagnostic, quand l'opérer et comment l'opérer, des risques opératoires, que dire aux patients en consultation, de la technique chirurgicale et de la surveillance opératoire. Donc, le problème essentiel du cancer de la thyroïde, c'est le dépistage. Et surtout le dépistage à un stade précoce. C'est une pathologie de la femme qui est plutôt jeune. Ce qui est très important à l'interrogatoire, c'est de rechercher les antécédents familiaux. Il faut savoir que c'est un cancer qui a un risque de décès spécifique qui est très faible et qu'il n'y a pas de chimiothérapie de ce cancer-là, mais dans certaines formes de cancer, il y a une irathérapie de l'iode en fonction du stade. Donc, pour ce qui est de la chirurgie thyroïdienne, les indications chirurgicales, il y a d'abord les pathologies bénignes. Donc, c'est le goître multinodulaire que je vais abréger en GHMN. Donc, goître multinodulaire responsable de troubles fonctionnels comme de la dyspnée, de la gêne esthétique ou alors des problèmes pour avaler. Les goîtres multinodulaires prétoxiques. Prétoxiques, ça veut dire TSH basse et T3, T4 normale. Les goîtres multinodulaires toxiques, TSH basse et T3, T4 augmenté. Les goîtres plongeants, c'est-à-dire qui plongent dans le médiastin. Dans ces cas-là, il faut faire attention et il faut faire un scanner toujours en préopératoire, donc cervico-thoracique, pour voir à quel point le goître plonge et surtout pour savoir si après, derrière, il faut faire une sternotomie. Donc, pour les goîtres plongeants, quand à l'échographie, on vous dit que le goître est plongeant, faites toujours un scanner cervico-thoracique avant. Et enfin, les maladies de base d'eau. Donc, la maladie de base d'eau, il n'y a pas d'indication chirurgicale au diagnostic. Par contre, si la patiente récidive après 18 mois de traitement médical ou que les femmes sont désireuses de grossesse, parce qu'on ne peut pas traiter médicalement les femmes qui veulent une grossesse, dans ces cas-là, on les opère. Donc, avec les pathologies bénignes, il y a les pathologies malignes. Donc, dans les pathologies malignes, il y a les nodules douteux à la cytoponction. Donc, s'il y a 2 cytoponctions qui répondent que le nodule est douteux, il y a une indication chirurgicale. Bien sûr, donc le carcinome de la papillaire de la thyroïde objectivé à la cytoponction, le carcinome vésiculaire de la thyroïde, qui est un cancer qui est plus rare, objectivé à la cytoponction, et les carcinomes médulaires de la thyroïde, donc qui sont des cancers rares et qui sont souvent génétiques. Donc, pour faire un peu d'épidémiologie des carcinomes papillaires de la thyroïde, en gros, on voit en tout cas en Europe une augmentation de son dépistage et donc une augmentation de son incidence. Mais ce n'est pas tant que l'incidence augmente, mais c'est qu'on les dépiste de plus en plus et surtout de façon de plus en plus précoce. Donc, ça touche surtout les femmes avec un sexe ratio de 76% de femmes versus 24% d'hommes. En Europe, c'est le 5e cancer chez la femme, le 15e chez l'homme. Donc, on a 80% de carcinomes papillaires. Donc, la forme la plus fréquente, c'est les carcinomes papillaires, 10% de carcinomes folliculaires, 5% de carcinomes médulaires de la thyroïde et les cancers anaplasiques qui sont les cancers indifférenciés et eux, par contre, ont un pronostic extrêmement sombre qui sont extrêmement rares. Donc, les facteurs de risque de carcinome papillaire de la thyroïde, c'est les antécédents d'irradiation cervicale, notamment les patients qui ont dans l'enfance eu un lymphome et qui ont été irradiés au niveau du thorax et le rayonnement nucléaire comme Tchernobyl. Et également les antécédents familiaux, notamment les antécédents de neuropathie endocrinienne multiple, ce qu'on appelle les NEM,
pour les carcinomes médulaires de la thyroïde. Donc, le dépistage se fait à l'échographie. Il faut faire les échographies, dans le meilleur des cas, dans les centres spécialisés. Donc, nous, on a des centres spécialisés parce qu'il faut que ce soit des radiologues qui ont l'habitude de dépister les cancers de la thyroïde. Et le radiologue va nous répondre combien il y a de nodules, où sont les nodules, est-ce que quand il y a un nodule à droite, quel est l'aspect du lobe contralatéral, l'aspect des nodules, donc avec une classification qui s'appelle la classification TIRADS ou TIRADS, mais on dit plutôt TIRADS, et surtout les aires ganglionnaires, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des adénopathies suspectes au niveau récurrentiel et en jugulo-carotidien. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on faisait des cytoponctions en fonction de la taille, c'est-à-dire qu'on disait des nodules de moins d'1 centimètre, on ne faisait pas de cytoponction, on surveillait, les nodules plus de 3 cm, on opérait, et entre 1 et 3 cm, on faisait une cytoponction. Depuis 2015, avec les recommandations de l'association américaine, on ne fait plus donc, de cytoponction en fonction de la taille. Par contre, maintenant, on fait des cytoponctions en fonction de la classification TIRADS, qui est une classification échographique qui va de 1 à 5. En gros, 1, c'est des nodules qui sont bénins, et plus on augmente en chiffres, plus le nodule paraît malin. Donc, maintenant, selon les nouvelles recommandations, si l'échographiste nous répond que c'est une classification TIRADS 1 ou 2, on ne fait pas de cytoponction parce que le risque de malignité est évalué à 0%. Si c'est un score TIRADS 3, on fait seulement une cytoponction si le nodule fait plus de 2 cm, avec un risque de malignité qui est évalué à 4%. Si le score est classé TIRADS 4, on fait une cytoponction si la taille est supérieure à 15 mm, parce que le risque de malignité peut aller jusqu'à 17%. Et enfin, si la classification est classée TIRADS 5, c'est-à-dire qu'il y a une très forte probabilité de carcinome papillaire, on fait une cytoponction s'il y a une taille de plus de 1 cm, parce qu'il y a un risque de malignité de quasiment 90%. Donc, en fonction des résultats de la cytoponction, soit l'anatomopathologiste nous répond que c'est bénin. Dans ces cas-là, on surveille le nodule, c'est-à-dire qu'on leur fait des échographies tous les ans pour voir si la classification TIRADS augmente. Si l'anapathe nous répond que c'est douteux, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas bien répondre, dans ces cas-là, on refait une cytoponction entre 3 et 6 mois après. L'anapathe peut également nous répondre que c'est des atypies de signification indéterminée, qui sont surnommées ASI, et dans ces cas-là, il faut faire une deuxième cytoponction. Et si de nouveau, ils nous répondent que c'est encore des atypies de signification indéterminée, là, il faut aller à la chirurgie parce que le risque de carcinome papillaire est évalué à 15%. Et enfin, bien sûr, si l'anapathe nous répond que c'est un carcinome papillaire ou folliculaire, dans ces cas-là, on pose l'indication chirurgicale. Donc après, la grande question, c'est est-ce qu'on fait une loboïsmectomie ou une thyroïdectomie totale? Parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tous les carcinomes papillaires, on leur faisait une thyroïdectomie totale en se disant que derrière, on allait leur faire de l'iode, parce qu'il faut savoir que si on leur fait de l'iode radioactif, on ne peut pas laisser de la thyroïde en place. Si on a une thyroïde en place avec de l'iode, les hormones thyroïdiennes augmentent énormément et ça peut très mal se passer. Donc, avant, on disait carcinome papillaire, quelle que soit sa taille, on fait une thyroïdectomie totale. Au final, on se rend compte que les petits cancers n'ont pas besoin de d'iode radioactif et donc en fait, de faire des thyroïdectomies totales à tout le monde, ce n'est pas une bonne idée parce que ça augmente la morbidité. Voilà, donc maintenant, de plus en plus, on fait des loboïsmectomies. C'est quoi l'avantage de la loboïsmectomie? C'est qu'il y a moins de risque chirurgical. On en reparlera après, mais notamment, il y a beaucoup moins d'hématomes compressifs et surtout, il n'y a pas de paralysie récurrentielle bilatérale parce qu'on ne va pas devoir traiter. Qu'on a une euthyroïdie spontanée post-opératoire et que surtout, dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin de prendre des hormones thyroïdiennes. C'est-à-dire que comme on laisse la moitié du lobe thyroïdien, dans plus de 70% des cas, les patients n'ont pas besoin de lévothyrox derrière et ça, pour eux, ça leur change la vie. Que la survie est comparable, c'est-à-dire que si après, derrière, on surveille le lobe restant, il n'y a pas de différence de survie, que la qualité de vie est meilleure parce qu'on diminue la morbidité et que surtout, si on se rend compte, donc on fait la loboïsmectomie, l'anapathe nous répond qu'au final, on pensait que c'était un petit carcinome papillaire. Si au final, l'anapathe nous répond que c'est un carcinome papillaire de plus de 3 cm, on peut totaliser dans un second temps la thyroïdectomie, c'est-à-dire qu'on les réopère, on va aborder le lobe qu'on a laissé et ça n'augmente pas du tout la mortalité post-opératoire. Donc, de plus en plus, on fait aux patients des loboïsmectomies. Ensuite, quelle est la place de l'examen extemporané? C'est-à-dire qu'avant, encore une fois, il y a encore quelques années, quand il y avait un nodule douteux ou des atypies de signification indéterminée, on faisait la loboïsmectomie, on envoyait les examens en extemporané, c'est-à-dire que les anapathes
regarder rapidement s'il y avait un signe de malignité et en fonction de l'examen extemporané, on totalisait ou pas. Au final, on en fait de moins en moins, c'est une utilité qui est assez discutée. Ça ne change pas le geste si c'est un carcinome papillaire. Alors, la seule utilité que ça peut avoir, c'est si en péropératoire, on se rend compte qu'il y a une adénopathie qui nous paraît suspecte. Dans ces cas-là, cette adénopathie-là, on peut l'envoyer en examen extemporané. Et si ça nous répond que c'est une métastase de carcinome papillaire, ça nous permet de totaliser en un temps. C'est inutile quand c'est des lésions folliculaires ou s'il y a une suspicion de carcinome vésiculaire, excusez-moi, parce qu'il faut regarder toute la capsule. Et dans ces cas-là, en examen extemporané, les anapathes n'ont pas le temps et donc ils ne peuvent pas nous répondre. Ils vont nous répondre qu'ils n'ont pas le temps de le regarder. Et dans ces cas-là, on referme le patient. Donc, en pratique, on fait quasiment plus d'examens extemporanés, encore une fois, sauf si on a une adénopathie qui nous paraît suspecte en péropératoire. Alors, donc, les nouvelles recommandations de l'Association américaine de thyroïde, donc, qui sont sorties en 2015. Donc, maintenant, on dit, si un nodule bénin, gênant, on fait une loboïsmectomie. Donc, voilà, un nodule bénin à droite, on fait la loboïsmectomie droite. Si c'est un carcinome papillaire infracentimétrique de moins de 1 cm, on fait une loboïsmectomie parce que la probabilité pour que ce soit un carcinome papillaire de haut grade de malignité est nulle. Donc, ça ne sert à rien de totaliser la thyroïdectomie. Donc, loboïsmectomie. Si c'est un carcinome papillaire entre 1 et 2 cm, dans la plupart des centres, on fait également une loboïsmectomie parce que le risque que le carcinome papillaire soit gros, soit plus de 4 cm, et donc d'avoir besoin de d'iode radioactif derrière, est extrêmement faible. Donc, dans la plupart des centres, moins de 2 cm, on fait la loboïsmectomie. Et encore maintenant, jusqu'à 4 cm, donc entre 2 et 4 cm, ça se discute en réunion de concertation pluridisciplinaire, surtout en fonction de l'âge, c'est-à-dire que si le patient est jeune, si le carcinome papillaire est entre 2 et 4 cm, on a plutôt tendance à faire la thyroïdectomie, mais si le patient est un peu âgé, un peu comorbide, on peut se permettre de faire une loboïsmectomie et d'attendre l'examen anatomopathologique définitif et de totaliser en fonction. Donc, en gros, moins d'1 centimètre, c'est sûr que c'est une loboïsmectomie. Entre 1 et 2 cm, c'est très fréquemment une loboïsmectomie. Et entre 2 et 4, c'est une question de centre, mais on peut se permettre de la faire. Par contre, tous les carcinomes papillaires de plus de 4 cm ou qui ont des adénopathies suspectes à l'échographie, là, c'est sûr que c'est une thyroïdectomie totale parce que dans la majorité des cas, ils ont besoin d'irathérapie post-opératoire. Qu'est-ce qu'on fait du curage? Donc, en gros, le curage central, je vous montrerai des images derrière, mais le central, en gros, c'est entre les deux nerfs récurrents, c'est le curage prétrachéal. Donc, on ne fait plus de curage si la lésion est faite de moins de 4 cm, ça ne sert à rien. Par contre, si la tumeur est grosse, donc plus de 4 cm, on fait un curage prophylactique, c'est-à-dire qu'on va chercher, on prend toute la lame graisseuse prétrachéale. Et bien sûr, s'il y a des adénopathies à l'échographie, on fait un curage thérapeutique. Qu'est-ce qu'on fait d'un curage latéral homolatéral, c'est-à-dire dans le secteur 3, 4? Avant, on faisait souvent des curages prophylactiques, c'est-à-dire qu'on se disait on va faire le curage et voir s'il y a des adénopathies de façon prophylactique. Au final, quand même, ça augmente pas mal la morbidité. Maintenant, on fait le curage latéral homolatéral uniquement s'il y a des adénopathies suspectes à l'échographie. Donc, quelles sont les complications de la thyroïdectomie totale ou de la loboïsmectomie? Donc, on va d'abord parler de la thyroïdectomie totale. Le premier risque, c'est l'hématome compressif, c'est-à-dire que le risque de saignement, il y a toujours un risque de saignement quand on opère, mais là, le problème, c'est que derrière, il y a la trachée et que les patients, s'ils font un hématome compressif, il y a un risque d'arrêt respiratoire. Donc, l'hématome compressif, en fonction des centres et en fonction de si on a un centre expert ou pas, mais dans la littérature, on peut retrouver un risque d'hématome compressif qui est évalué à 20%, alors que si on fait une loboïsmectomie, la littérature dit que c'est plutôt 0%, et surtout que si ça arrive dans les 6 premières heures. Donc, le premier risque, c'est l'hématome compressif. Le deuxième risque, c'est l'hypoparathyroïdie transitoire. Quelqu'un qui a un micro? Est-ce que vous pouvez votre micro, s'il vous plaît? Donc, le deuxième risque, c'est l'hypoparathyroïdie transitoire. On va en reparler. Donc, les parathyroïdes se situent, généralement, les P4, parathyroïdes supérieurs, se situent au pôle supérieur de la thyroïde, les parathyroïdes P3 plutôt au pôle inférieur. Donc, il faut faire très attention. On en reparlera quand on fait la thyroïdectomie totale de repérer les parathyroïdes parce que ça va très vite. Ils sont souvent très près de la thyroïde. Ça va très vite d'en enlever une, voire plus. Donc, le risque d'hypoparathyroïdie transitoire, il est évalué également à 20%. Et le risque d'hypoparathyroïdie persistante, c'est-à-dire si on a enlevé les 4 parathyroïdes, est très faible, il est évalué à 1%.
Enfin, le dernier risque, c'est le risque de paralysie récurrentielle unilatérale qui, dans les centres experts, est évalué également à 1%. Le risque de paralysie récurrentielle bilatérale, qui est extrêmement grave parce que ça peut aller jusqu'à la nécessité de trachéotomie si les cordes vocales sont paralysées en adduction, c'est-à-dire sont fermées. Et ça, c'est extrêmement rare, c'est moins de 1%. Pour ce qui est de la mortalité, il y a 0% de mortalité dans la littérature. Donc là, c'était juste pour vous remontrer les parathyroïdes, mais on y reviendra sur les parathyroïdes. Donc, généralement, les parathyroïdes P4 se trouvent au niveau du pôle supérieur de la thyroïde. Les parathyroïdes P3 se trouvent au niveau du pôle inférieur de la thyroïde. Ici, c'est les thymus, les thymies qui sont représentés, dans lesquels il peut y avoir également des parathyroïdes, les P3. Donc, vous voyez, elles sont situées ici. Ça va très vite de les enlever quand on fait une thyroïdectomie totale. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu la technique chirurgicale. Donc, les patients sont en décubitus dorsal, un billot derrière les omoplates. On trace la cicatrice, donc on repère les clavicules, le sternum, la patiente est en hyperextension, et on trace 2 travers de doigts au-dessus des clavicules. On trace la ligne médiane, et là, on repère les muscles sternocléidomastoïdiens, et c'est nos repères latéraux de la cicatrice. Donc, ça va d'un sternocléidomastoïdien à l'autre sternocléidomastoïdien. C'est une cicatrice assez grande, mais au final, le résultat est très joli. Donc, on commence au bistouri froid, puis ensuite, on fait attention aux veines jugulaires antérieures qu'on va lier et sectionner, parce que c'est souvent un risque. Le risque, c'est l'hématome post-opératoire. Donc, on les repère toujours et on les ligature. Ensuite, on va repérer le sternocléidomastoïdien qui sont de part et d'autre, qu'on va bien sûr pas couper, mais qu'on va dissiser pour pouvoir mettre le phare à bœuf de l'aide. Ensuite, on va couper les muscles sous-oïdiens et homoïdiens pour pouvoir s'exposer. Donc, après avoir coupé les 2 couches de muscles, donc vous avez les sternocléidomastoïdiens qui sont de part et d'autre, qui sont réclinés par les 2 phares à bœuf de l'aide, et vous tombez sur la thyroïde. Donc ici, vous avez la trachée. Ici, vous avez le lobe thyroïdien gauche et ici, le lobe thyroïdien droit avec les carotides qui sont de part et d'autre. Donc, juste, voilà, les carotides, on va commencer à les repérer, à la repérer. Donc, on va commencer d'un côté, on la repère, pareil, on la libère de la thyroïde pour pouvoir donner à l'aide dans son phare à bœuf la carotide, ce qui va nous permettre de nous exposer, notamment pour le nerf récurrent. Donc, on commence d'un côté ou de l'autre en fonction de si on fait une loboïsmectomie, une thyroïdectomie totale, et souvent on commence par le lobe le plus gros quand c'est un goître multinodulaire, ou par le lobe du cancer quand c'est un carcinome papillaire, au cas où on se retrouve dans une situation difficile et qu'on doit sectionner le nerf, et dans ces cas-là, on ne va pas de l'autre côté. Donc là, vous avez une exposition à droite, là, une exposition à gauche. Donc, là, vous avez l'opérateur. On se met toujours à droite du patient. Là, vous avez le lobe donc, thyroïdien droit qui est ici, la trachée qui est ici. Et là, vous pouvez voir le nerf récurrent droit qu'on repère toujours sur toute sa longueur, qui est ici, avec une parathyroïde ici. Donc là, on est à gauche. Alors, pour que ce soit plus clair, mais la photo est agrandie. Donc, en haut, c'est ici. Et en bas, c'est ici. D'accord ? Vous avez le lobe thyroïdien gauche qui est là, l'œsophage qui est ici, qui est mis sur l'axe, qu'on ne fait pas, mais là, on vous l'a mis sur l'axe pour la photo pour que vous compreniez bien les différentes structures anatomiques, et le nerf récurrent qui se trouve toujours entre la trachée qui est ici et l'œsophage qui est ici. Le nerf récurrent à gauche se trouve toujours entre la trachée et l'œsophage. Alors qu'à droite, il peut être beaucoup plus latéral et un peu plus difficile à trouver, avec la trachée qui est ici. Il faut faire très attention à droite, parce que quand on ne le trouve pas à sa place habituelle, c'est-à-dire que vous avez l'œsophage ici, il est toujours médial à l'œsophage, sauf quand il est récurrent, non récurrent, c'est-à-dire que si vous ne trouvez pas le nerf récurrent à sa place habituelle, il faut le chercher au niveau du trajet de l'artère thyroïdienne moyenne, parce que ça peut être un récurrent non récurrent avec une probabilité qui est évaluée à 1%, mais au final, quand on fait pas mal de thyroïde, ça nous arrive. Et dans ces cas-là, il va prendre le même trajet que l'artère. Donc, il faut toujours le repérer avant de couper l'artère thyroïdienne moyenne. Donc là, on a fait une thyroïdectomie totale. Donc, juste, excusez-moi, je ne voulais pas parler du pôle supérieur de la thyroïde. Donc, une fois qu'on a
voilà, repérer notre thyroïde, sectionner nos muscles. On va faire le pôle supérieur. Donc, le pôle supérieur, il faut faire très attention, on le double ligature parce que c'est une des branches de la carotide. Donc, quand ça saigne, ça peut saigner très fort et souvent, il se rétracte vers le haut, donc c'est assez difficile à rattraper. Donc, on va, comme je vous ai dit, se libérer la carotide pour donner à l'aide la carotide pour pouvoir bien s'exposer. On va libérer derrière jusqu'au rachis le pôle supérieur de la thyroïde, libérer devant, passer avec le grand dissecteur au niveau du pôle supérieur de la thyroïde, mettre une Kelly et double ligaturer pour faire en sorte que ça ne saigne pas. Donc, une fois qu'on a fait le bord supérieur de la thyroïde, le pôle supérieur, on va faire le pôle inférieur de la thyroïde. Avant de faire le pôle inférieur, il faut, comme je vous ai dit, toujours repérer le récurrent de chaque côté pour ne pas le prendre dans notre section du pôle inférieur. Ensuite, donc, on fait le pôle inférieur, on remonte, excusez-moi, on repère donc le nerf sur toute sa longueur, et puis on va couper toutes les attaches de la thyroïde sur la trachée en libérant le nerf récurrent qui va rentrer à peu près ici. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de le repérer pour le pôle supérieur, qui va rentrer à peu près ici dans la thyroïde. Donc, une fois qu'on a repéré donc, le nerf récurrent qui est ici, le nerf récurrent qui est ici, et qu'on a fait nos ligatures en toute sécurité en ayant repéré le nerf récurrent, on peut se permettre de finir la thyroïdectomie totale en finissant les attaches sur la trachée. Donc là, c'est un exemple de nodule thyroïdien réséqué et envoyé à l'anapathe. D'accord? Donc là, vous avez donc, la thyroïde ici qui est dessinée, la carotide, la jugulaire, le pôle supérieur de la thyroïde, le pôle inférieur de la thyroïde, et de chaque côté, ici. Là, c'est la pyramide de l'alouette. Il faut faire attention parce que des fois, on peut l'oublier. Si on suit la thyroïde comme ça, comme ça, comme ça, il faut faire attention à ne pas oublier parce que c'est notamment pour les bases d'eau, les patients peuvent récidiver dessus. Voilà, vous avez donc les parathyroïdes qui sont généralement P3 en inférieur et P4 en supérieur. Voilà, encore une fois, là, c'était pour vous montrer donc, la trachée que vous avez ici. Tac, tac, tac. Là, vous avez vos différentes ligatures. Le nerf récurrent qui est ici. L'artère thyroïdienne moyenne qui est ici. Et là, on voit un peu moins à gauche, mais le nerf récurrent qui a l'air d'être ici. Et voilà, vous avez maintenant une loge de thyroïdectomie, donc sans thyroïde. Et là, un exemple de thyroïdectomie totale. Donc voilà, pôle supérieur, pôle inférieur, pôle supérieur, pôle inférieur. Là, c'était pour vous montrer un petit peu le curage, parce que souvent, nos internes, en tout cas, sont souvent un peu perdus. Donc, ce qu'on appelle le curage central, c'est un curage de la lame prétrachéale. Donc, on enlève tous les ganglions, toute la lame graisseuse entre les deux nerfs récurrents. Donc, il faut faire très attention à bien repérer le nerf récurrent jusqu'au bout. Et ça, on va généralement jusqu'au sternum. Donc, c'est ce qu'on appelle le curage du 6. Et tout à l'heure, quand je vous parlais du curage latéral, c'est le curage jugulo-carotidien, c'est-à-dire des secteurs 3 et 4. Là, 3 et 4. C'est rare qu'on fasse le secteur 2A. 2A, donc il est plus haut. On fait les secteurs 2A uniquement si c'est des cancers du pôle supérieur de la thyroïde qui ont des adénopathies à l'échographie. Donc, encore une fois, le curage central, on le fait si la tumeur fait plus de 4 cm ou s'il y a des adénopathies à l'échographie. Le curage latéral, on ne le fera que s'il y a des adénopathies à l'échographie. Donc ça, c'est pour vous montrer la fermeture. Une fois qu'on a fait la thyroïdectomie totale ou la loboïsmectomie, nous, à Saint-Louis, on a tendance à faire une manœuvre de Valsalva, une manœuvre d'hyperpression pour augmenter la pression veineuse. Et ça nous permet, les veines qui se collabent un petit peu à cause de l'intervention, ça les permet de s'ouvrir. Et donc, s'il y a un saignement, ça nous permet de le voir avant de refermer. Donc, on fait une manœuvre de Valsalva. Ensuite, on referme les muscles, les deux couches musculaires qu'on a ouvertes avec du Vicryl 3.0, hop, de part et d'autre, un point en X de chaque côté. Et ensuite, on referme le muscle possier du cou, qu'on appelle le muscle platysma, par 3 points séparés de Vicryl 4.0. On laisse toujours la place pour mettre le doigt, c'est-à-dire qu'on ne va pas fermer tout le bord de la cicatrice en latéral, parce que s'il y a un hématome compressif, il faut faire sauter les agrafes, mettre son doigt et faire sauter le surjet pour pas que l'hématome comprime la trachée jusqu'à ce qu'on aille au bloc opératoire et que l'hématome s'extériorise. Donc, on laisse toujours la place d'un doigt de part et d'autre pour qu'au lit, nos infirmières ou nos internes ou nous-mêmes, on puisse faire sauter le surjet avec le doigt. Et enfin, on ferme aux agrafes de Michel. Voilà, ça peut paraître, souvent les patients sont impressionnés
après l'intervention, parce que c'est des grosses agrafes, mais au final, les résultats est très joli. Et nous, les agrafes, on les enlève à J1, donc au premier jour post-opératoire, et ça fait des très belles cicatrices. Quelle est la surveillance post-opératoire? Donc, on va d'abord parler de la thyroïdectomie totale. Nous, les patients qui ont une thyroïdectomie totale, on les garde 48 heures en post-opératoire. Donc, on a dit la première complication, c'est l'hématome compressif. Donc, on les surveille. On demande aux infirmières, on ne leur met pas de pansement. Ils ont le pouls en évidence. Et bien entendu, si les infirmières voient que le pouls gonfle ou que le patient a du mal à respirer, ils nous appellent. Et voilà, on fait sauter les agrafes. On ouvre le surjet sous-cutané, ce qui permet d'extérioriser l'hématome et de nous laisser le temps d'aller au bloc opératoire. Donc, on surveille la cicatrice. Ensuite, le risque d'hypoparathyroïdie transitoire, il est maximal aux 2 premiers jours post-opératoires. Donc, on leur fait une calcémie à 6 heures à J1 post-opératoire et à 6 heures à J2 post-opératoire. Si on voit qu'on n'est pas sur la pente décroissante, les patients peuvent sortir. Si on est sur une pente décroissante, dans ces cas-là, on garde le patient hospitalisé pour trouver une supplémentation calcique adéquate à son hypocalcémie. Pour ce qui est de l'hypoparathyroïdie persistante, si les patients ont une hypoparathyroïdie post-opératoire, on va les surveiller en post-opératoire jusqu'à ce que leur calcémie remonte. Si la calcémie ne remonte pas, on va leur donner du calcium pendant plus de 6 mois. Pour ce qui est de la paralysie récurrentielle, ça s'entend avec une dysphonie, c'est-à-dire que le patient a une modification de sa voix. Alors, généralement, ils sont capables de nous dire « ma voix n'est pas comme d'habitude ». Sinon, on leur demande de crier en faisant un « i » comme ça, parce que les patients qui ont une paralysie récurrentielle, ils ne peuvent pas monter dans les aigus. Donc, ça fait une dysphonie. Ça peut faire aussi une dyspnée post-opératoire, c'est-à-dire que même s'il n'y a qu'une seule corde vocale qui est paralysée, le fait qu'elle soit paralysée en fermeture, ça diminue l'air, ça diminue le volume d'air qui peut rentrer dans la trachée. Donc, les patients peuvent être dyspnéiques. Et enfin, ça peut donner des fausses routes. Et donc, le patient va dire en post-opératoire, je n'arrive pas à boire de l'eau. Et quand on a un doute sur une paralysie récurrentielle, effectivement, on leur fait boire de l'eau devant nous. Si le patient tousse, c'est en faveur d'une paralysie récurrentielle. Et dans ces cas-là, on les envoie en examen ORL et l'ORL va nous dire est-ce qu'il y a une hypomotilité ou pas de la corde vocale. Encore une fois, normalement, il n'y a pas de mortalité après thyroïdectomie totale. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis après, on passera au cours sur les parathyroïdes. Ok, merci beaucoup, docteur Anne, pour cette première présentation. Elle est tellement magnifique. Sinon, merci beaucoup. Vous nous permettez de poser quelques questions? Bien sûr, bien sûr. Oui, chers membres, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ceux qui ont des questions peuvent faire signe avec l'émoticône de la main. Soit vous écrivez par message. C'est encore bon? Oui. C'est docteur Mouindo. Oui, j'ai une question. Bonsoir. Oui, vas-y. Bonsoir. Oui, je remercie docteur Anne pour la brillante présentation. J'ai 3 petites préoccupations. La première, c'est par rapport aux indications opératoires. Je voulais à ce qu'elle puisse relever les indications opératoires. Bon, dans son exposé, je n'ai pas vu là où elle a pu donner de façon succincte les indications opératoires d'une thyroïdectomie. La seconde préoccupation, c'est l'installation du patient. Et elle a commencé les techniques opératoires sans pour autant expliciter l'installation du patient. Et en fait, la troisième question, il y a des écueils péropératoires. Je voudrais qu'elle puisse nous rappeler rapidement les écueils là pour qu'on essaye, parce que quand on fait une thyroïdectomie, c'est la première chose qui doit être à tête avant de commencer toute l'intervention, quoi. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, docteur Moïno. Docteur Anna, est-ce que vous avez saisi les différentes questions? Oui, bien sûr. Alors, pour ce qui est des indications, je vous les remets là. Je pense que vous les voyez. Donc, les indications de thyroïdectomie totale, c'est le goitre hétéromultinodulaire qui sont responsables de troubles fonctionnels. D'accord? Donc, la dyspnée, quand les patients sont couchés et qui disent qu'ils ont du mal à respirer parce que le goitre est tellement gros qu'il va comprimer la trachée. Donc, dyspnée
en orthopnée, esthétique. Il y a aussi pas mal de femmes qui nous disent bah voilà, c'est énorme, je suis parce que ça me dans ma vie, ça reste une indication chirurgicale. Et la dysphagie par compression œsophagienne, les patients peuvent dire qu'ils ont du mal à avaler. Première indication, donc on est dans les Bonsoir. Vous avez pathologie bénigne, pathologie maligne. Pathologie bénigne, donc le goitre responsable de troubles fonctionnels, d'accord. Ensuite, les goitres toxiques et prétoxiques, c'est-à-dire les goitres prétoxiques, c'est TSH basse, T3, T4 normal, et les goitres toxiques, c'est TSH basse, T3, T4 augmenté. Okay. Il y a enfin le goitre plongeant, donc c'est-à-dire les volumineux goitres qui vont plonger dans le médiastin. Ça, c'est aussi une indication de thyroïdectomie totale. Et enfin, les maladies de base d'eau qui ont récidivé après 18 mois de traitement médical bien suivi ou les femmes désireuses de grossesse. Okay, donc ça, c'est les premières indications de thyroïdectomie totale pour les pathologies bénignes. Ensuite, pour les pathologies malignes, c'est le carcinome papillaire de la thyroïde, qui fait plus de 4 cm. Je vous ai parlé de la différence en fonction de la taille, si on fait une loboïsmectomie ou une thyroïdectomie totale. Mais si vous me parlez de la thyroïdectomie totale, c'est carcinome papillaire de plus de 4 cm, carcinome vésiculaire et carcinome médulaire de la thyroïde. D'accord? C'est ça les indications de la thyroïdectomie totale. D'accord. Pour ce qui est, vous m'avez parlé de la technique. Alors, je suis peut-être allée un peu vite, je vous la refais. Attends, voilà. Donc, pour ce qui est de l'installation du patient, ce que je vous ai dit, c'est le patient est en décubitus dorsal. D'accord? On met un billot sous les omoplates, ce qui permet d'augmenter l'hyperextension de la tête. Ce qui est important, c'est que si le patient, on l'opère avec une tête sans faire d'hyperextension, on ne voit pas bien, ça augmente la distance avec la thyroïde. Donc, on va lui mettre en hyperextension. Donc, soit on a la chance d'avoir une table qui casse la tête, c'est-à-dire qu'on a certaines tables où on peut baisser la tête. Sinon, on va mettre un billot sous les omoplates, ce qui permet de mettre le patient comme ça. OK? C'est tout pour l'installation. C'est jambes, ils ont les jambes serrées. On met notre table, on est de part et d'autre du patient, ici, et on met notre table avec nos instruments ici. Les anesthésistes sont ici. OK? Et le patient est en hyperextension, décubitus dorsal, billot sous les omoplates. Pour ce qui est de la cicatrice, on va d'un sternocléidomastoïdien à un autre sternocléidomastoïdien. On repère le sternum, on repère les deux clavicules, d'accord? On repère le milieu, hop, ici, et puis on se met 2 travers de doigts au-dessus des clavicules et on trace notre tracé qui va d'un sternocléidomastoïdien à un autre. OK? Ensuite, on va repérer, donc on incise, après ça reste une question d'école, nous on incise au bistouri froid. Au bistouri froid, on va jusqu'aux muscles. Avant les muscles, on a ce qu'on appelle les jugulaires antérieurs, 2 petites veines généralement, il y en a 2, il peut y en avoir 4, mais généralement c'est 2 veines de part et d'autre, qu'il faut absolument repérer et ligaturer, parce que sinon ça peut saigner, notamment en post-opératoire, et c'est dommage d'avoir un hématome compressif sur des jugulaires antérieurs. Donc, incision cutanée, incision du platysma. Hein. Ensuite, on repère les jugulaires antérieurs qu'on ligature et qu'on sectionne. Ensuite, on repère le sternocléidomastoïdien de part et d'autre. Le sternocléidomastoïdien, on ne le coupe pas, on le discise des autres muscles pour pouvoir donner à l'aide dans le phare à bœuf le sternocléidomastoïdien. Okay. Ensuite, on coupe les muscles sous-oïdiens et homoïdiens qui vont nous permettre d'arriver à la loge de thyroïdectomie. Donc, nous, on met un ciseau, on coupe sur la ligne médiane, on met des ciseaux, on prend une bipolaire pour cramer, pour brûler un peu le muscle, et puis après, on coupe. Une fois qu'on a coupé, d'accord, donc le platysma et les 2 couches musculaires, on arrive sur la thyroïde, lobe thyroïdien gauche, lobe thyroïdien droit. OK. Là, vous avez les muscles que vous avez sectionnés. D'accord. Donc, on va commencer par, comme je vous ai dit, par quel lobe on commence quand on fait une thyroïdectomie totale? On commence par le lobe le plus gros quand c'est un goitre ou par le côté du cancer. Pourquoi? Parce que si on se retrouve dans un énorme goitre ou dans un cancer à devoir couper le récurrent, ou si par malheur on a coupé le récurrent d'un côté, eh ben, on ne va pas aller de l'autre côté. Et donc, c'est pour ça qu'on commence par le lobe du cancer, c'est-à-dire en se disant, bah, voilà, j'ai coupé le nerf, et puis tant pis, je ne vais pas aller de l'autre côté. Ou alors, pour les gros goitres, au moins, ça va nous permettre de décomprimer un peu sa trachée, et on ira de l'autre côté une fois qu'on l'aura fait
un bilan ORL. Donc, par quel côté on commence? Par le lobe le plus gros ou par le lobe du cancer. Donc, on va dire qu'on va à droite. Voilà. Donc, on va pousser les muscles en bas pour pouvoir s'exposer le lobe thyroïdien, pour pouvoir exploser le lobe thyroïdien inférieur, enfin la partie inférieure du lobe. On pousse les muscles en haut aussi. Donc, en fait, on sert d'une bipolaire et hop, on pousse les muscles vers le bas. Bipolaire, hop, on pousse les muscles vers le haut. Ça nous permet de nous exposer la thyroïde et son pôle supérieur, la thyroïde là et son pôle supérieur, le pôle inférieur. OK. On va dissiser la carotide. Donc, juste pour pouvoir donner à notre aide dans son phare à bœuf la carotide, ce qui va permettre d'exposer mieux le nerf récurrent. OK. Ensuite, on commence par les lobes supérieurs. Le lobe supérieur droit, on va le libérer à sa face postérieure en allant jusqu'au rachis, puis le libérer à sa face antérieure. Une fois, on le voit bien, hein, c'est ici. Hein. Une fois qu'on a libéré la face antérieure, la face postérieure, on passe notre grand dissecteur. Donc, grand dissecteur au niveau du pôle supérieur. On met une chélie et là, on double ligature le pôle supérieur de la thyroïde. Pourquoi une double ligature? Parce que quand ça saine fort, c'est une branche de la carotide et donc on double ligature pour pouvoir sécuriser notre geste. Donc, pôle supérieur de la thyroïde, partie postérieure, partie antérieure, on met le grand dissecteur, chélie, on ligature. Donc, ça nous permet de libérer le pôle supérieur de la thyroïde. Ensuite, on va au niveau du pôle inférieur. Encore une fois, vous vous souvenez, il faut qu'on repère les parathyroïdes. Donc, avant de couper pôle supérieur, pôle inférieur, on repère nos parathyroïdes. En haut, les P4. En bas, les P3. Il faut toujours les repérer, parce que si on ne les repère pas, elles vont partir dans la bataille, c'est sûr, et le patient va se retrouver en hypoparathyroïdie. Donc, toujours repérer les parathyroïdes. Donc, pôle supérieur. Ensuite, on va au niveau du pôle inférieur. Avant de couper le pôle inférieur, on va repérer notre nerf récurrent. Donc, le nerf récurrent, on a dit à droite, il est souvent plus latéral qu'à gauche. Donc, à droite, on a la trachée qui est ici, l'œsophage qui est ici. Souvent, le trachet du nerf récurrent, il est comme ça. Hop, il est à la partie médiale de l'œsophage. On le voit ici. À droite, comme je vous ai dit, méfiance, parce que dans des très rares cas, dans 1% des cas, mais ça peut arriver. Si on ne le trouve pas à sa place ici, il faut aller le chercher dans le trajet de la thyroïdienne moyenne, parce que ça peut être ce qu'on appelle un récurrent non récurrent. Donc, à droite, il ne faut pas se dire je ne l'ai pas vu, donc pas vu, pas pris. Si on ne le voit pas ici, au bord médial de l'œsophage, entre l'œsophage et la trachée, on va le chercher sur le trajet de l'artère thyroïdienne moyenne pour être sûr que ce ne soit pas un nerf récurrent non récurrent. Une fois qu'on a repéré notre nerf récurrent, on sait qu'il est là, donc ça veut dire qu'on peut le faire le pôle inférieur. Donc là, hop, on ligature le pôle inférieur. Ensuite, le but, c'est de libérer le parenchyme thyroïdien du nerf récurrent. Donc, on va suivre le nerf récurrent au grand dissecteur tout le long jusqu'à ce qu'il rentre dans le larynx. Et donc, on va le libérer, le nerf récurrent, du parenchyme thyroïdien. Et on fait toutes les petites peaux qui attachent le nerf récurrent de la thyroïde avec ce qu'on a, des clips ou du fil serti ou de la bobine, n'importe, mais en tout cas, il faut faire très attention tout le long du trajet du nerf récurrent. Une fois qu'on a, donc ça c'est à droite, à gauche c'est ici, comme je vous ai dit, mais souvent plus facile à repérer parce qu'il est toujours entre l'œsophage qui est ici, encore une fois qu'on ne met jamais sur l'acte, mais qu'on a mis sur l'acte pour vous exposer un peu mieux les structures anatomiques. Donc on a la trachée ici, ok, l'œsophage ici, et le nerf récurrent qu'on voit extrêmement bien tout le long, là, tac, 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 et qui va rentrer ici. Donc, une fois qu'on l'a libéré du parenchyme thyroïdien, eh ben, on se dit, on est bon, on a repéré les parathyroïdes, on a repéré le nerf, donc on fait pôle inférieur, et après, toutes les attaches, on a déjà fait le pôle supérieur, vous vous souvenez, donc après, toutes les attaches qui vont attacher le parenchyme thyroïdien au nerf récurrent. Donc, une fois qu'on a libéré toutes ces attaches, eh ben, on peut passer sur la face antérieure de la trachée, tac, 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 et finir notre geste en toute sécurité, parce que les nerfs récurrents, on les a bien libérés du parenchyme thyroïdien. OK, et là, dans ces cas-là, hop, thyroïdectomie totale. On peut laisser un petit peu de parenchyme thyroïdien. Vous voyez, si le nerf récurrent passe trop près du parenchyme thyroïdien, alors pas quand c'est un cancer, bien sûr, hein, mais quand c'est un goitre, on peut se permettre de laisser un tout petit peu de parenchyme thyroïdien pour permettre de diminuer le risque de morbidité post-opératoire. OK. Donc ça, c'est encore une fois la trachée.
Hop, le nerf récurrent droit qu'on voit très bien ici, excusez-moi, qu'on voit très bien ici, hop, ici. Le gauche qu'on voit beaucoup moins parce qu'il y a un peu moins de lumière. Donc ça, c'était le curage, on en a parlé. Et ensuite, une fois qu'on a fait la thyroïdectomie totale, qu'on a fait la manœuvre du Valsalva, alors ce n'est pas obligatoire, mais nous on le fait, c'est-à-dire la manœuvre d'hyperpression, on demande aux anesthésistes de faire une manœuvre d'hyperpression, qui augmente la pression veineuse, et ce qui permet de démasquer des saignements veineux qui n'auraient pas été vus en péropératoire. On referme ensuite les muscles qu'on a ouverts. Donc nous, on fait 2 points X de Vicryl 3.0 Certi. Ensuite, on ferme le muscle possier du cou, le platysma. Donc, on fait 3 points séparés de Vicryl 3.0. Comme je vous ai dit, on laisse un trou de part et d'autre pour pouvoir passer le doigt, pour pouvoir ouvrir la cicatrice en cas d'hématome compressif. Et enfin, on met des agrafes de Michel, qui sont des grosses agrafes, pour fermer la peau. Voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ok, maintenant ça va, je pense. Nous avons tous compris. Oui, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, il y a d'autres questions. Oui, laquelle? Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis le docteur Durieux, depuis Tanzi. J'avais une question. Bon, j'avais au fait 3 préoccupations. La première déjà, docteur Anne me dit qu'à la fin de l'intervention, il faut placer des agrafes beaucoup plus dans leur milieu. Au premier jour déjà en J1, on peut sauter les agrafes. Alors, je voulais qu'il m'éclaircisse réellement après. À J1, déjà, vous sautez les agrafes par rapport au processus de cicatrisation. Je ne sais pas comment vous justifiez cela. Okay. Alors, ma deuxième préoccupation, ma deuxième question, c'est par rapport à la surveillance post-opératoire. On a opéré, c'est bien, et avec tous ces risques qu'on a eu à avoir, je voulais savoir, vous ne nous avez pas bien précisé cela, comment on surveille une patiente ou un patient opéré de la thyroïde et aussi en post-opératoire immédiat et bien à long terme. Nous devons suivre cette patiente. Quels sont les préalables pour suivre cette patiente-là et aussi comment le faire, comment gérer les post-opératoires que je vais dire au fait. Si vous pouvez nous éclaircir beaucoup plus par là, parce qu'on ne peut pas seulement se limiter à opérer, puis on dit bon, c'est tout, on a fini l'opération et ça va. Alors, et la dernière préoccupation, c'est par rapport à la... Vous avez dit que nous pourrons faire une thyroïdectomie totale en cas de carcinome papillaire supérieur à 4 cm. J'espère, si je ne me trompe pas. Au fait, je voulais savoir la visée de la biopsie, l'objectif qu'on cherche en faisant cette biopsie-là, c'est pour confirmer que c'est un cancer, parce qu'on a déjà fait la cytoponction, j'espère. C'est pour confirmer le cancer, ou bien c'est pour savoir l'extension, si nous avons tout enlevé la masse ou pas. Bon, je ne sais pas, peut-être vous allez bien m'éclaircir par là. Je crois que c'est tout comme préoccupation. D'accord, merci beaucoup, docteur. Docteur Anna, vous avez bien saisi les différentes questions. Alors, la première question, je n'ai pas bien entendu. J'ai entendu que vous parliez des agrafes à J1, c'est ça, mais je n'ai pas compris quelle était la question. Bon, en fait, vous avez dit que vous placez des agrafes après l'intervention, au fait. Et vous avez dit que vous sautez ces agrafes en J1 déjà, vous les enlevez. Maintenant, moi, je sais que par rapport au processus de cicatrisation, J1, c'est trop peu, en fait. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez, chez vous, là, vous expliquez cela par quoi? À J1, vous sautez les agrafes, en fait. Eh ben, en fait, vous vous trompez, c'est qu'à J1, ça suffit largement. Comme on a fait, vous vous souvenez, on a fait les muscles, on a fermé les muscles. Attendez, je vous remets le truc. Hop. On a fermé les muscles ici et on a fermé le postier, donc la sous-peau. La peau, là, J1, ça suffit largement. Encore une fois, il y a des patients, là, je ne suis pas rentrée dans les détails parce qu'on n'avait pas le temps, mais il y a des patients même qu'on opère en ambulatoire, c'est-à-dire qu'ils repartent le soir, alors pas après thyroïdectomie, mais après exploration des sites parathyroïdiens ou loboïsmectomie. Et ces patients-là, on leur enlève les agrafes à J0 le soir, après 6 heures d'intervention, et la cicatrisation est parfaite. Donc, à J1, ça suffit largement. Il y a 6 ans, 7 ans, on les enlevait à J2 parce que comme vous, on se disait que J1, c'était un peu tôt. Et au final, à J1, ça marche très bien et il n'y a pas aucune désunion de cicatrice. Donc, grâce aux agrafes de Michel, c'est quand même des grosses agrafes. Ce n'est pas comme les petites agrafes qu'on a à la graffeuse comme ça. C'est des grosses agrafes
avec une pince spéciale et qu'on serre assez fort. Et J1, ça suffit largement. Il n'y a aucune lésion cicatrice. Pour ce qui est de la cervicotomie. Voilà, ça ne nous pose pas de problème et on n'a pas de souci. Votre autre question, vous avez raison, hein, les patients, on les suit. On ne fait pas que les opérer, mais on ne peut pas rentrer dans les détails pour tous ces cours-là. Bien entendu, donc en post-opératoire, comme je vous ai dit, alors, pardon. Donc, la surveillance immédiate. Donc, on les garde 48 heures, je parle des thyroïdectomies totales. La surveillance immédiate, on les garde 48 heures en hospitalisation. On surveille la cicatrice. Donc, on regarde si la cicatrice n'est pas gonflée, si les patients… L'hématome compressif, c'est très facile à voir. Hein, c'est les patients… Alors, plus les patients sont dodus, mais ça se voit assez bien. Donc, c'est la cicatrice qui gonfle. Hein. Donc, 1, on surveille la cicatrice. 2, on surveille la calcémie à J1 et J2 post-opératoire. Donc, encore une fois, les patients ne sortent que si la calcémie est normale ou alors s'ils ont une hypocalcémie au premier jour et que la calcémie remonte après traitement substitutif à J2. On ne fait pas sortir les patients s'ils sont sur une pente décroissante de calcémie. Donc, la surveillance est 1, cicatrice, 2, calcémie à J1 et J2, et 3, dysphonie, surtout dyspnée et fausse route. Okay, donc, nous, les internes, quand ils présentent au staff le matin, c'est J1 d'une thyroïdectomie totale, la cicatrice est belle, la calcémie est à temps et le patient n'a pas de dysphonie. D'accord? C'est les 3 choses qu'on regarde en post-opératoire immédiat. Bien entendu, je ne l'ai pas écrit, j'aurais dû. C'est les patients, on les met sous lévothyrox. Hein, les patients à qui on a fait une thyroïdectomie totale, on les met sous les lévothyrox en post-opératoire dès J1 post-opératoire. Alors, nous, c'est très fonction du centre. Il y a certains centres qui font en fonction du poids. Nous, on les met tous à 100 microgrammes de lévothyrox dès J1 post-opératoire. On ne surveille pas la TSH tout de suite. La TSH, on la surveille à 6 semaines post-opératoire, le temps que les hormones, que le corps intègre l'hormonothérapie substitutive. Et à 6 semaines post-opératoire, on va doser leur TSH. Soit la TSH est normale, et dans ces cas-là, 100 microgrammes leur suffit, soit la TSH est augmentée ou abaissée. Dans ces cas-là, on adapte les doses de traitement substitutif. Si le patient n'a pas eu d'hypocalcémie post-opératoire, ce n'est pas obligatoire de leur faire une calcémie à 6 semaines. Nous, on le fait. Donc, les patients, on les revoit à 6 semaines post-opératoire avec une calcémie et une TSH de contrôle. Et bien sûr, à 6 semaines, on surveille également la voie et la cicatrice, mais généralement, quand il n'y a pas de problème en post-opératoire immédiat, il n'y en a pas après. Et puis après, les patients sont surveillés généralement par leur médecin traitant avec une TSH tous les 6 mois. Mais généralement, si la TSH à 6 semaines en post-opératoire est correcte, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas après. Donc, TSH à 6 semaines post-opératoire, si la TSH est normale, on reste à 100 microgrammes de lévothyrox. Si la TSH est abaissée ou augmentée, généralement, on augmente ou on baisse en fonction de quel est le problème avec la TSH, de 25 microgrammes. Donc, on peut, si le patient est en hypothyroïdie, on va passer de 100 à 125 microgrammes et on lui relaisse 6 semaines avant de redoser sa TSH. À chaque fois qu'on change le traitement substitutif, on dose la TSH à 6 semaines. Donc, si 125, ça ne suffit pas, on réaugmente à 150 jusqu'à trouver le bon dosage de traitement substitutif. Voilà. Et la troisième question, je ne m'en souviens plus, excusez-moi, c'était quoi? Redites-moi. La troisième question, c'était par rapport au carcinome papillaire supérieur à 4 cm. Ah oui, j'ai pas compris votre question parce que vous parlez de biopsie, mais on ne fait pas de biopsie, c'est-à-dire que échographie, si échographie, comme je vous ai dit, si c'est suspect, on fait la cytoponction. Si la cytoponction nous répond que c'est un carcinome papillaire, on ne fait rien d'autre, on fait la thyroïdectomie ou la loboïsmectomie. D'accord. Vous avez parlé de biopsie, je n'ai pas bien compris ce que c'était, on n'en fait pas. Je ne sais pas si vous parlez d'examen extemporané. Non, vous avez parlé d'anapathe, au fait. Vous avez après l'envoyer à l'anapathe. Alors, je voulais savoir pourquoi, parce que déjà, vous savez que c'était l'anapathe définitive. C'est-à-dire que quand on fait une thyroïdectomie totale, quand on envoie toutes nos pièces en anapathe. Donc, pour avoir une anapathe définitive, c'est-à-dire qu'on fait la thyroïdectomie totale pour, par exemple, carcinome papillaire de 4 cm du lobe droit. On envoie à l'anapathe et l'anapathe va nous répondre le stade TNM de la lésion
pour savoir si derrière, il y a de l'iode radioactif. Pareil, je ne suis pas rentrée dans les détails parce que c'est des détails d'endocrinologue et c'est surtout assez fonction du centre. Généralement, les tumeurs qui sont de plus de 4 cm, ils ont besoin d'irathérapie, de d'iode radioactif derrière. Donc, c'est pour une anapathe définitive. Bien sûr, on sait qu'ils ont un carcinome papillaire, mais c'est l'anapathe définitive qui va nous dire s'il y a besoin d'iode radioactif derrière ou pas. Ok. OK? D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette conversation. Merci beaucoup, docteur Anna. Sinon, nous pouvons continuer pour gagner du temps. Ceux qui ont des questions peuvent poser à la fin. D'accord. Donc là, on va passer, si vous n'en avez pas trop marre, alors, excusez-moi. Oui, attendez. Alors, attendez, je cherche juste mon deuxième topo. Voilà. Je suis toujours en... Alors, attendez, il faut que je partage l'écran. Tac. C'est bon, vous voyez? En train de partager. Ok, ça va. C'est bon pour vous? Oui, ça va. Vous pouvez mettre ça en... C'est trop miniature, hein? Ah bah non, je l'ai mis en grand écran. Oui, c'est mieux. Vas-y. Voilà. Donc là, on va parler de l'hyperparathyroïdie primaire. Alors, l'hyperparathyroïdie primaire, c'est plus fréquent chez les femmes qui sont plutôt jeunes, donc plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, et c'est le plus fréquent chez les femmes entre 35 et 50 ans. Il y a une augmentation de l'incidence des formes asymptomatiques et paucisymptomatiques. On ne sait pas bien pourquoi, mais en tout cas, les patients, on en voit de plus en plus de formes asymptomatiques. Alors, les questions qu'il faut se poser, c'est 1, le diagnostic d'hyperparathyroïdie primaire, est-ce qu'il est formel ou pas? 2, qui on doit opérer? Est-ce qu'on opère tout le monde ou pas? 3, quel est le bilan préopératoire? Et 4, quelle est la tactique chirurgicale? Donc, le diagnostic d'hyperparathyroïdie primaire, c'est simple. C'est une hypercalcémie associée à une PTH inadaptée. Vous savez qu'il y a un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire que normalement, chez vous et moi qui n'avons pas d'hyperparathyroïdie primaire, si on nous donne du calcium dans le sang, on a une hypercalcémie, la PTH va diminuer par rétrocontrôle négatif. OK? Si on a une hyperparathyroïdie primaire, on va avoir une hypercalcémie associée à une PTH inadaptée, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément hypercalcémie plus PTH augmentée, c'est hypercalcémie plus PTH normale ou augmentée. Parce que normalement, encore une fois, si on voit un patient avec une hypercalcémie, un patient qui n'a pas d'hyperparathyroïdie doit avoir une hypoparathyroïdie. Okay? Donc, le diagnostic hyperparathyroïdie primaire, c'est hypercalcémie plus PTH inadapté. Donc, généralement, plus PTH augmenté. D'accord? Si on n'a pas ça, c'est-à-dire que si on a une hypercalcémie avec une PTH qui est un peu limite, on peut faire des dosages répétés de calcémie, on peut faire un calcium ionisé, et on peut faire ce qu'on appelle un test de charge calcique, c'est-à-dire qu'on va envoyer les patients, donc c'est dans un autre centre, mais en gros, on passe du calcium en intraveineux aux patients, donc on les met spontanément en hypercalcémie, et on va regarder, on va doser leur PTH. Si la PTH est inadaptée, c'est-à-dire que si leur PTH est normale alors qu'on leur a donné du calcium en intraveineux, c'est qu'ils ont une hyperparathyroïdie. D'accord? Mais ça, encore une fois, on ne le fait que si on a un doute diagnostique. On peut aussi regarder le phosphore et la calciurie, parce que l'hyperparathyroïdie donne une hypophosphorémie et une hypercalciurie, c'est-à-dire que par hypercalcémie, les patients urinent plus de calcium. Mais ça, c'est uniquement un doute diagnostique. Sinon, si le patient vient nous voir avec une hypercalcémie et une PTH inadaptée, très souvent augmentée, ça suffit pour poser le diagnostic d'hyperparathyroïdie primaire. Quels sont les diagnostics différentiels d'hyperparathyroïdie primaire? Les hypercalcémies familiales hypocalciuriques, donc c'est assez rare et c'est pour ça que parfois on fait un dosage urinaire du calcium. Donc dans ces cas-là, c'est très important de demander les antécédents du patient. Les patients qui prennent du lithium, donc ce ne sont pas des hyperparathyroïdies, c'est souvent des patients qui ont des hyperplasies. Donc dans ces cas-là, encore une fois, il faut interroger son patient et demander quel traitement il prend. Et enfin, le grand classique, c'est de se tromper par carence en vitamine D. Ici, il y en a quand même beaucoup, notamment à Paris, on n'a pas beaucoup de soleil. Et donc, les patients ont une carence en vitamine D. Et donc, il faut toujours doser la vitamine D par un dosage simple biologique. Parce que l'hypovitaminose D va donner une fausse hyperparathyroïdie. D'accord? Donc, si on a une hypercalcémie avec une PTH augmentée, il faut toujours doser
la vitamine D pour être sûr que ce ne soit pas une hypovitaminose D. Et certains centres, et la plupart des centres le font d'ailleurs, supplémentent tous leurs patients en préopératoire par de la vitamine D, par de l'UV-dose, une ampoule par mois pendant 3 mois. Donc, quelles sont les indications chirurgicales? On en revient après. En gros, on opère tout le monde, mais les recommandations, c'est on opère les formes symptomatiques, c'est-à-dire qu'on opère les formes rénales. L'hyperparathyroïdie primaire, par hypercalcémie, va donner des 8 cases rénales. Donc, les patients ont des calculs rénaux. Donc, et ça, c'est dû à leur hyperparathyroïdie. Les formes osseuses aussi, ça donne une ostéoporose. Les formes neuropsychiatriques, donc c'est des patients qui souvent sont très fatigués et peuvent être délirés. Les formes digestives et les hypercalcémies aiguës. Ça nous arrive parfois d'hospitaliser des patients qui sont à 3,2 millimoles de calcémie. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, qu'elles soient symptomatiques ou pas, les hypercalcémies aiguës s'opèrent. Donc, on opère les formes symptomatiques et on opère les formes génétiques. Donc, ça, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais en gros, les patients qui ont des neuropathies endocriniennes multiples, donc les formes génétiques, on les opère, les NEM1, les NEM2A. Dans les indications chirurgicales, les dernières recommandations disent que les formes asymptomatiques, il ne faut pas toutes les opérer. C'est-à-dire les patients qui viennent en consultation, qui ont un dosage, on ne sait pas bien pourquoi, de calcémie. Le médecin traitant va faire un dosage de calcémie, il va avoir une hypercalcémie. On va faire un dosage de PTH, il va avoir une PTH augmentée et va dire allez chez le chirurgien, il va vous opérer. Les recommandations disent qu'il ne faut pas tous les opérer. C'est-à-dire qu'il faut uniquement donc, les formes symptomatiques. Pour ce qui est des formes asymptomatiques, c'est-à-dire que le patient n'a aucun symptôme, il faut les indications chirurgicales, c'est calcémie supérieure à 0,25 par rapport à la valeur normale du laboratoire, une hypercalciurie, une diminution de la cléarance de la créatinine de 30%, une insuffisance rénale, une ostéodensitométrie, on va rechercher une ostéoporose inférieure à 2,5 et l'âge moins de 50 ans. D'accord? Donc, c'est les indications chirurgicales. Pour un patient symptomatique, on va lui faire la calcémie, la calciurie, le dosage de la créatinine, une ostéodensitométrie. On a le droit de l'opérer. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Si vous voulez bien le couper, s'il vous plaît. En France, l'endocrinologie dit qu'au final, on peut faire une chirurgie systématique chez les patients chez qui on diagnostique une hyperparathyroïdie, sauf si les patients ont une contre-indication chirurgicale ou si, bien sûr, le patient le refuse. Okay, donc, les recommandations, c'est hyperparathyroïdie symptomatique, donc lithiase rénale, ostéoporose, troubles neuropsychiatriques, ça, on peut les opérer. Les formes asymptomatiques, il y a certains critères, mais au final, on arrive très souvent à trouver un critère et donc, au final, on les opère quasiment tous, sauf si, bien entendu, il y a une contre-indication chirurgicale ou que le patient ne le veut pas. Quel examen on fait en préopératoire? Donc, ces examens-là, il y a pas mal de littérature qui est sortie dessus, à savoir que ces examens-là, à Saint-Loup, on ne les fait pas. Mais la littérature dit qu'on peut faire une échographie cervicale et une scintigraphie au MIBI. C'est-à-dire qu'il faut localiser, on essaie de localiser l'adénome, ou les adénomes, mais généralement, dans la plupart des cas, c'est un adénome unique, avec une échographie cervicale et une scintigraphie au MIBI. La sensibilité et surtout la spécificité de ces deux examens sont assez élevés. Et surtout, on en reparlera après parce que c'est pour les abords focalisés, on sait que la concordance échographie plus scintigraphie ont une sensibilité, une spécificité de 95%. C'est-à-dire que le patient a une échographie, une scintigraphie qui dit qu'il y a un adénome situé en P4 gauche, par exemple, et ben on sait qu'ils ont raison dans 95% des cas. Pourquoi on fait ces examens? Alors, il y a certains centres qui le font en disant pour que ce soit plus facile, pour savoir où on va, et d'autres centres qui le font pour faire un abord focalisé, je vous en reparlerai après, c'est-à-dire de juste aborder la parathyroïde qui est malade. À Saint-Louis, on ne fait pas d'examen parce qu'on se dit parce qu'on va faire une exploration des sites parathyroïdiens, c'est-à-dire qu'on va faire la cervicotomie et on va chercher les cas de parathyroïde et qu'on n'a pas besoin d'échographie préopératoire ou de scintigraphie préopératoire, on peut s'en passer. Mais généralement, les patients arrivent avec ces examens. Donc, pour ce qui est des glandes parathyroïdes, donc dans la plupart des cas, 85% des P4, donc P4 c'est en haut, P3 c'est en bas, donc P4 c'est parathyroïde supérieure, gauche
ou droite. P3, c'est en bas, parathyroïde inférieur, gauche ou droite. La plupart des parathyroïdes supérieurs sont situés à la face postérieure du lobe supérieur thyroïdien droit. Okay. La plupart des parathyroïdes inférieurs sont situés au pôle inférieur du lobe thyroïdien. D'accord. Après, il faut savoir que les P4 peuvent tomber par poids, surtout dans les adénomes P4, parce que plus ils sont gros, plus avec la pesanteur, ils vont tomber, peuvent tomber le long de l'œsophage. Donc, si on ne trouve pas la parathyroïde P4 derrière le pôle supérieur de la thyroïde, il faut le chercher tout le long de l'œsophage, parce qu'elle peut être tombée le long de l'œsophage. Et les parathyroïdes P3 peuvent être intrathymiques, c'est-à-dire que, parce qu'embryologiquement, initialement, elles sont dans le thymus, puis après, elles remontent. Elles peuvent se trouver dans le thymus. Donc, si on ne trouve pas la parathyroïde inférieure au niveau du pôle inférieur de la thyroïde, il faut chercher dans le thymus, c'est-à-dire faire la thymectomie. Okay. La taille normale d'une parathyroïde, c'est tout petit, c'est entre 5 et 8 mm. Le poids, il peut aller jusqu'à 80 mg. C'est-à-dire que nous, on envoie en examen extemporané les parathyroïdes et l'ANAPAT va nous répondre est-ce que ça fait plus ou moins de 80 mg. Et quand ça fait plus de 80 mg, on se dit qu'on a trouvé l'adénome. Pour ce qui est de la couleur d'une parathyroïde, c'est brun chamois et c'est souvent riche en adipocytes. Quand c'est un adénome, donc une glande pathologique, la taille est augmentée, le poids est augmenté également. Encore une fois, l'ANAPAT va nous répondre c'est plus ou moins de 80 mg. Et la couleur, c'est un peu plus violacé, c'est un peu comme s'il y avait un hématome, c'est un peu plus violacé. Ce n'est pas chamois, c'est plus violacé. Et il y a moins d'adipocytes, ça c'est pour l'ANAPAT. Dans l'hyperparathyroïdie primaire, dans 85%, dans la plupart des cas, c'est un adénome unique, c'est-à-dire un adénome de la P4 ou de la P3, droit ou gauche. L'adénome peut être double dans environ 2% des cas, et c'est d'ailleurs pour ça que les experts se battent un peu sur est-ce qu'il faut ou pas faire un abord focalisé, c'est-à-dire aller chercher juste une parathyroïde malade, sachant que dans 2% des cas, il y a parfois des doubles adénomes. Dans 15 à 20% des cas, ça peut être des hyperplasies primaires, c'est-à-dire que les patients ont 4 grosses parathyroïdes, ça arrive. Ça peut se voir soit dans les hyperparathyroïdies secondaires, soit dans les hyperplasies primaires, et souvent c'est dans le cadre des NEM. Et dans ces cas-là, les 4 parathyroïdes sont augmentés. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas bien sûr toutes les enlever parce que sinon, on les met en hypoparathyroïdie définitive. Dans ces cas-là, on fait une parathyroïdectomie subtotale, c'est-à-dire si les patients ont une hyperplasie des 4 qui sont grosses, on en enlève 3,5, c'est-à-dire qu'on repère toutes les glandes parathyroïdes et celle qui paraît le plus normale, on va en laisser la moitié, c'est-à-dire qu'on va en enlever 3,5 et on en laisse la moitié qui va normalement suffire pour avoir une calcémie normale. Le carcinome, le cancer de la parathyroïde, c'est exceptionnel, c'est extrêmement rare. Je vous en parlerai en dernière diapositive, mais c'est extrêmement rare, il faut l'oublier. Donc, pour ce qui est de l'intervention, c'est la même exposition c'est une cervicotomie exploratrice. Donc, c'est exactement la même exposition que pour les patients à qui on fait une thyroïdectomie totale. Donc, le cou en hyperextension, comme je vous ai dit, le bio derrière les omoplates pour mettre le cou en hyperextension, l'incision de travers de doigt au-dessus des clavicules, entre chaque sternocléidomastoïdien. Okay. Comme pour les thyroïdes, excusez-moi, on coupe les muscles, on repère les sternocléidomastoïdiens de part et d'autre, on coupe les muscles et on arrive sur la thyroïde. Voilà, et puis là, donc, les parathyroïdes P4 et P3 se situent de part et d'autre de la parathyroïde. On identifie les 4 glandes parathyroïdes. Donc, on va chercher les P4, comme je vous ai dit, derrière les pôles supérieurs de la thyroïde. Si on ne les trouve pas, on les cherche tout le long de l'œsophage. Elles ont pu tomber avec le poids. Les P3, on va les chercher au niveau du pôle inférieur de la thyroïde. Et si on ne les trouve pas, on va les chercher dans le thymus. OK. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'adénome? En cas d'adénome, c'est-à-dire on va voir les 4 parathyroïdes et puis il y a un adénome, c'est assez flagrant, on le voit, une grosse parathyroïde. Dans ces cas-là, on enlève l'adénome, on l'envoie en examen extemporané pour être sûr que le poids est supérieur à 80 mg, la taille, et que l'ANAPAT nous réponde oui, c'est compatible avec un adénome. On faisait avant une biopsie d'une glande saine pour voir s'il n'y a pas une hyperplasie de l'autre côté. On le fait au final de moins en moins. Donc, retenez juste adénome, exérèse de l'adénome, envoie en examen extemporané si c'est possible. Pour les hyperplasies, comme je vous ai dit, on fait une parathyroïdectomie subtotale, c'est-à-dire qu'on repère les 4 glandes qui sont grosses, on repère celle qui a l'air le plus normale, et dans ces cas-là, on en enlève 3. La moitié de celle qui a l'air d'être plus normale, on repère le moignon parathyroïdien, c'est-à-dire qu'on va mettre des clips
sur la parathyroïde qui reste pour pouvoir les retourner si le patient récidive. Et on fait une thymectomie parce que parfois, c'est extrêmement rare, dans les hyperplasies, il peut y avoir une 5e glande parathyroïde qui se trouve dans le thymus. Donc, on fait une thymectomie bilatérale, on va chercher le thymus, on l'enlève et on l'envoie en anapathe. Donc, comment on enlève un adénome parathyroïdien? Donc, je vous ai dit pour l'abord, hop, on coupe les muscles, on repère les carotides de chaque côté. On va chercher donc à leur place P4 derrière le pôle supérieur de la thyroïde, P3 plutôt au niveau du pôle inférieur. On va repérer, là vous voyez sur cette photo, un gros adénome. Hein. Une parathyroïde normale, ça ne ressemble pas du tout à ça, c'est beaucoup plus petit. Vous vous souvenez, c'est 8 mm. Là, c'est un adénome. D'accord? On va prendre l'adénome. Voilà, on va prendre l'adénome avec une pince. Il faut faire très attention à ne pas faire d'effraction parce que si on éclate l'adénome, dans ces cas-là, il peut y avoir des récidives parce qu'il y a des petites cellules d'adénome qui vont se mettre dans le cou, donc il ne faut pas le faire. Donc, on prend de façon très précautionneuse l'adénome au niveau de son pôle inférieur. On va enlever toutes les attaches, c'est assez facile généralement au niveau entre l'adénome et la thyroïde, et on va repérer son pédicule vasculaire. Une fois qu'on a repéré le pédicule vasculaire, on met des clips hop, pour pouvoir sectionner le pédicule vasculaire. Ensuite, on envoie cet adénome en examen extemporané. Okay. Ça, c'était pour vous montrer la thymectomie. Donc, ça, c'est un thymus hein, qu'on a enlevé. Comment on fait une thymectomie? Donc, là, hop, il y a les muscles de part et d'autre. Le thymus, il se trouve sous les muscles, là. On va chercher avec une grosse kélie et on l'enlève par asyncrétisme comme un bébé. Hop, on prend une kélie, on tire dessus. On prend une autre kélie en dessous, on tire dessus. Hop, une kélie en dessous, on tire dessus. Et généralement, ça vient en tirant très précautionneusement dessus. Là, c'est juste pour vous montrer un adénome. Donc là, hop, c'est un thymus. Ça, c'est le pôle supérieur. Ça, c'est le pôle inférieur. Et là, vous voyez qu'il y a une parathyroïde qui allait se loger à la partie inférieure du thymus. Ça arrive pour les glandes P3. Donc, je vous en ai parlé rapidement. Qu'est-ce que l'abord chirurgical restreint? C'est ce qu'on appelle l'abord focalisé. Certaines équipes le font, d'autres ne le font pas. Nous, on ne le fait pas parce qu'on considère que le risque de 2% de double adénome, il est quand même assez important. Et que quitte à faire une cervicotomie, autant la faire bien et aller voir les cas de parathyroïde. Ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Mais la littérature dit qu'on peut faire un abord focalisé, c'est-à-dire aller explorer uniquement un seul site parathyroïdien, c'est-à-dire que le patient a une hyperparathyroïdie primaire. Il a une échographie et une scintigraphie qui est concordante. Ça, c'est très important. Il faut que les deux examens, qu'il y ait 2 examens de référence qui soient concordants. C'est-à-dire qu'ils nous disent oui, il y a un adénome en P4 ou oui, il y a un adénome en P3, droit ou gauche. Donc, si le patient n'a pas d'antécédent d'irradiation cervicale, que le patient n'a pas d'antécédent, bien sûr, de cervicotomie, et qu'on a 2 examens, échographie et scintigraphie, qui sont concordants, c'est possible de faire un abord focalisé. Et l'avantage, c'est qu'on peut le faire en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on fait une petite cicatrice, donc on fait toujours en regard de la cervicotomie classique au cas où on ne le trouve pas, mais donc on fait une toute petite cicatrice à droite ou à gauche, et on va chercher l'adénome par abord focalisé. L'avantage, c'est que ça diminue la durée opératoire, ça diminue la durée d'hospitalisation, encore une fois, on peut le faire en ambulatoire. Ça diminue la mortalité. Alors ça, c'est la littérature qui le dit. Ce n'est pas forcément vrai parce que la plupart de la littérature disent quand même que ça augmente le risque de paralysie récurrentielle, ce qui paraît assez logique. C'est-à-dire qu'on est par une tellement petite cicatrice que le nerf récurrent, on ne le voit pas si bien et donc il y a quand même un peu plus de paralysie récurrentielle. Ça diminue le coût, hein, comme les patients, on les hospitalise moins longtemps, bah, ça coûte moins cher. Et surtout, ça diminue la réticence des patients à la chirurgie, c'est-à-dire qu'on leur dit vous allez être hospitalisé, vous allez rentrer le matin, vous allez ressortir le soir, vous aurez une toute petite cicatrice. Ils ont beaucoup plus envie d'aller se faire opérer que si on leur dit vous aurez une grande cicatrice et vous allez rester 24 heures, 48 heures hospitalisé. Les résultats sont assez discordants dans la littérature, surtout récemment où ils ont l'air de dire qu'au final, ça augmente quand même pas mal le risque de récidive d'hyperparathyroïdie, mais la littérature, en tout cas avant 2019, disait que le taux de guérison était identique à celui de la cervicotomie exploratrice, mais voilà, nous, on considère qu'il y a quand même un risque de laisser un double adénome, c'est-à-dire qu'encore une fois, dans 2% des cas, il peut y avoir un double adénome qui peut ne pas être vu aux examens de référence, et dans ces cas-là, nous, on fait la cervicotomie exploratrice, mais encore une fois, il est possible de faire un abord focalisé, donc une toute petite cicatrice du côté de l'adénome, si on a 2 examens concordants en préopératoire.
Alors, attendez. Pour ce qui est de la mortalité, bon, la mortalité, c'est comme pour toute exploration cervicale dont on a parlé pour la thyroïdectomie, la mortalité est nulle. Pour ce qui est de la morbidité, l'hématome compressif est beaucoup moins important qu'en cas de thyroïdectomie totale, ce qu'on comprend, c'est-à-dire qu'on aborde beaucoup moins les vaisseaux. On va juste aller aborder le vaisseau de l'adénome et qu'on va clipper. Donc, il y a beaucoup moins d'hématomes post-opératoires. Ça arrive, ça peut aller jusqu'à 4%. Et encore une fois, c'est toujours dans les 6 premières heures post-opératoires. Il y a un risque d'hypocalcémie post-opératoire. Alors, notamment chez les patients plus la calcémie est élevée, plus le risque d'hypocalcémie post-opératoire est important. C'est-à-dire que plus si les patients ont 3 à 50 de calcémie, leur calcémie, on va enlever leur adénome, va chuter beaucoup plus vite et les patients vont être beaucoup plus symptomatiques. Il y a un risque qui est appelé le Hungry Bones Syndrome. C'est un risque d'hypocalcémie profonde associé à une hypophosphorémie qui est secondaire à un afflux massif de calcium vers un os qui est avide. C'est-à-dire que les patients qui ont une hypercalcémie, une hyperparathyroïdie avec une hypercalcémie importante et une ostéoporose importante, ils ont le risque de ce syndrome-là qui s'appelle donc le Hungry Bones Syndrome, qui est dû au fait que comme on remet la physiologie en place, le calcium va aller vers l'os et donc ça fait une hypocalcémie profonde et les patients peuvent être très symptomatiques. Ça se résout en donnant du calcium per os ou en IV. Il y a un risque d'hypoparathyroïdie transitoire, on s'en doute, c'est parce qu'il y a un adénome d'un côté, les autres parathyroïdes se sont mis un petit peu en sourdine parce que l'adénome a pris beaucoup de place. Le temps que les autres parathyroïdes reprennent un peu leur fonction normale, et les patients ont assez souvent une hypoparathyroïdie transitoire, c'est-à-dire entre 3 et 5%, c'est-à-dire qu'ils vont chuter leur calcium, ils peuvent être symptomatiques. C'est assez rare d'avoir une hypoparathyroïdie définitive, c'est-à-dire les patients qui vont avoir une hypoparathyroïdie pendant plus de 6 semaines. Généralement, les patients, leur calcium chute, on leur donne un peu de calcium et ça remonte assez vite. Le risque de paralysie récurrentielle, il est à peu près comme après une thyroïdectomie, c'est-à-dire qu'il est entre 2 et 3% en fonction des soins. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'une réintervention pour récidive d'hyperparathyroïdie? C'est-à-dire que les patients vont être guéris. Donc, la récidive d'hyperparathyroïdie, on dit que c'est souvent après 6 mois post-opératoire, c'est-à-dire que les patients vont avoir une calcémie normale, et puis on va les suivre, et puis on voit que leur calcémie réaugmente, associée à une réaugmentation de la PTH. Donc, il faut faire très attention à poser des bonnes indications chirurgicales parce que forcément, quand on réintervient pour une hyperparathyroïdie persistante, enfin une récidive d'hyperparathyroïdie, c'est un coût qui a déjà été abordé. Donc, le risque de paralysie récurrentielle, notamment post-opératoire, est beaucoup plus important. Donc, évalué à 4,5%, 5%, c'est beaucoup plus important que pour un premier abord. Et surtout, le risque d'hypoparathyroïdie définitive est beaucoup plus important, qui peut aller jusqu'à 9,4-10%. Donc, les patients qui ont une récidive d'hyperparathyroïdie, on fait attention à bien poser nos indications. Et bien sûr, on leur fait un examen de localisation. Ceux-là, on leur fait un examen de localisation préopératoire systématique, c'est-à-dire que récidive d'hyperparathyroïdie, par contre, eux, on leur fait scintigraphie, échographie, et on cherche à avoir une concordance de ces 2 examens qui va nous permettre d'aller uniquement chercher l'adénome, soit l'adénome qu'on a laissé parce qu'il y avait un double adénome, soit un adénome qui a augmenté. En tout cas, on va aller chercher, c'est-à-dire que le patient a par exemple une parathyroïdectomie P4 droite, et l'échographie, la scintigraphie, si elle nous dit que c'est en P3 gauche, on va uniquement réaborder le coup à gauche et aller chercher cette récidive pour ne pas augmenter la morbidité post-opératoire. Ce qui est très important, bien sûr, c'est l'importance du compte-rendu de l'intervention initiale, c'est-à-dire que nous, on a des comptes-rendus très détaillés, à savoir, est-ce que j'ai vu toutes les parathyroïdes, où étaient les parathyroïdes, quelle tête elles avaient, et c'est très important de bien détailler parce que si on réopère les patients, par exemple, ça nous arrive de ne pas voir une parathyroïde, on ne voit pas la P3 droite, il faut l'écrire dans son compte-rendu opératoire, parathyroïde P3 droite non vue, ce qui nous permet de savoir si le patient récidive, on se dit que c'est probablement au niveau de la parathyroïde qui n'avait pas été vue. C'est très important de bien détailler son compte-rendu opératoire. Le cancer parathyroïdien, comme je vous ai dit, c'est exceptionnel. C'est fortement symptomatique, c'est-à-dire que les patients ont souvent une très grosse hypercalcémie et une très grosse élévation de la PTH. Le diagnostic préopératoire, ce n'est pas toujours facile de faire un diagnostic préopératoire. Ça nous arrive de tomber
sur un cancer en opératoire, mais souvent, il y a l'échographie qui peut nous aider. C'est-à-dire que l'échographie va nous dire qu'il y a une parathyroïde qui est un peu grosse, qui a l'air d'envahir le lobe thyroïdien. Là, dans ces cas-là, avec une PTH augmentée, une calcémie très augmentée, on se dit que c'est possiblement un cancer parathyroïdien. Si c'est un cancer parathyroïdien, c'est-à-dire que pareil, si en opératoire, on se rend compte que ça a une tête un peu bizarre, que c'est gros, que ça envahit le lobe, on peut faire un examen extemporané. Si la NAPAC nous répond que c'est un cancer parathyroïdien, il faut faire loboïspectomie homolatérale, c'est-à-dire que si on a un cancer parathyroïdien de la P3 droite, on va faire une loboïspectomie droite, exérèse de la parathyroïde homolatérale, hein, on va enlever l'autre parathyroïde du côté du cancer, et curage ganglionnaire latéral. Le risque de ces cancers-là, contrairement au cancer de la thyroïde, c'est la récidive leucorégionale ou les récidives pulmonaires, qui sont évaluées à 15%. Et la survie à 5 ans n'est pas géniale, c'est-à-dire que ça va entre 20 et 80%, mais c'est un pronostic qui est beaucoup plus sombre que les cancers thyroïdiens. Mais encore une fois, c'est des cancers qui sont extrêmement rares. Voilà, je vous remercie. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, merci beaucoup, Dr. Anand, pour cette belle présentation. Nous vous remercions beaucoup. Sinon, il y a des gens qui ont des questions, notamment à Dr. Dickens. Dr. Dickens Dikete. Dr. Dickens Dikete, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. J'aimerais un peu savoir parce que au départ, docteur Anand a parlé sur la pathologie. Elle a dit que c'est une pathologie qui est plus fréquente chez les femmes des 35 ans et 55 ans. Maintenant, ma préoccupation était de savoir, c'était vraiment une précision. J'aimerais savoir chez les femmes qui sont ménopausées, comment nous pouvons quand même aussi faire cette différence d'une hypercalcémie et quel est le diagnostic que nous pouvons poser? Si oui, comment nous pouvons procéder par rapport à ça? Alors, c'est le même que chez les autres, c'est-à-dire que même une femme ménopausée ou non ménopausée, une femme ménopausée, hypercalcémie plus PTH inadapté, donc PTH normal ou augmenté, permet de poser le diagnostic d'hyperparathyroïdie primaire. Ensuite, chez la femme ménopausée, on va faire une ostéodensitométrie. On va rechercher des calculs rénaux, mais ça ne change pas grand-chose, c'est-à-dire que le diagnostic est le même, hypercalcémie plus PTH inadapté. Ok, parce que quelque part, vous avez aussi parlé d'une carence en vitamine D. Maintenant, on pourrait aussi faire une combinaison pendant que nous sommes en train de faire. Donc, de corriger cette carence en vitamine. Tout à fait. On le fait, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que dans la plupart des centres, il y a même des centres qui ont la vitamine D qui vont. Les patients, on les voit en préopératoire, on pose le diagnostic d'hyperparathyroïdie et on va les supplémenter de façon systématique en vitamine D. On leur donne de l'UV-dose, une ampoule par mois pendant 3 mois, comme ça nous permet de nous dire qu'il n'y a pas d'hypovitaminose D. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est leur doser la vitamine D. On fait un dosage de 25 OHD3 et ça nous permet de savoir si on est carencé ou pas. Et encore une fois, en France et notamment à Paris, il y a énormément d'hypovitaminose D. Hein, donc, effectivement, c'est très important de doser la vitamine D et de ne pas hésiter à les supplémenter. Merci beaucoup, docteur, pour la question. Maintenant, une autre précision. Nous pouvons aussi observer cela chez une femme enceinte même et quelle serait la prise en charge chez une femme enceinte. Parce que quand vous observez aussi ces troubles hormonaux, ça peut aussi créer un risque. Maintenant, nous devons quand même savoir la prise en charge chez une femme enceinte. Vous avez raison. Alors, de l'abord focalisé. C'est-à-dire que l'abord focalisé, comme je vous ai dit, donc petite incision du côté de l'adénome, l'avantage, c'est qu'on peut le faire sur locale. C'est-à-dire que c'est une tellement petite incision qu'on peut le faire sous anesthésie locale avec de la xylocaïne. Et donc ça, pour la femme, c'est pas mal. Mais par contre, ce qui est important, c'est de bien chercher la localisation de l'adénome. On est obligé d'avoir écho et scintigraphie concordante qui localisent l'adénome au même endroit. Et dans ces cas-là, c'est très bien de pouvoir, ça ne nous permet de pas les endormir. On leur fait une anesthésie locale et on leur fait la parathyroïdie par abord focalisé. Ah, ok, donc là, dans ces cas, ça serait une parathyroïdie totale. C'est-à-dire, s'il y a un adénome, ouais, on leur enlève l'adénome qui a été localisé par l'écho et la scintille. On peut leur faire sous anesthésie locale. Après, les femmes enceintes, on peut aussi leur faire une anesthésie générale. Hein. Effectivement, il y a toujours un risque pour le fœtus, mais
Si soit l'écho et la senti vous localise l'adénome au même endroit, va vous dire il y a un adénome en P4 droit. Dans ces cas-là, on fait un abord focalisé, petite cicatrice sous anesthésie locale. Si l'écho et la senti sont pas concordants, ce qui arrive parce que des fois on n'arrive pas à les localiser, et ben on fait une anesthésie générale, cervicotomie, et voilà, généralement le fœtus s'en sort bien. Mais si on peut, en tout cas, effectivement, l'anesthésie locale et l'abord focalisé, c'est très bien chez les femmes enceintes. Ah, donc les tactiques chirurgicales restent les mêmes avec la chirurgie thyroïdienne. Oui, oui, oui. Alors, une femme enceinte, alors c'est sûr que si on peut ne pas opérer une femme enceinte, c'est toujours mieux. Mais si elle est enceinte, elle a une hyperparathyroïdie, effectivement, qui est symptomatique, avec une hypercalcémie qui, comme vous l'avez dit, peut être dangereuse pour elle et pour le bébé, et ben on fait une anesthésie générale, c'est pas grave. Si on peut lui faire sous anesthésie locale, si il y a 2 examens concordants, tant mieux, parce que ça permet de pas l'endormir et voilà, pour le bébé, c'est. Sinon, on fait une anesthésie générale, une cervicotomie exploratrice. On fait un rythme fœtal avant l'intervention et un rythme fœtal après l'intervention pour s'assurer que le bébé va bien. Donc, pour finir, pour aussi avoir quand même beaucoup de précision, pour la femme toujours enceinte, est-ce qu'il y a-t-il des traitements antibiothérapie concernant… Vous voulez dire pour faire baisser la calcémie? Non, non, par rapport à ce que nous sommes en train de parler chez les femmes enceintes, au lieu de faire un traitement chirurgical, je demandais s'il existe aussi des traitements antibiothérapie. Antibiothérapie, non, mais on peut leur donner des traitements qui diminuent le calcium, comme le bisphosphonates. Les patients, par exemple, qui arrivent… Alors, bisphosphonates, je ne peux pas vous dire de bêtises, je ne sais pas si on a le droit de le donner aux femmes enceintes. En tout cas, les patients qui ont une grosse hypercalcémie, avec 3,50 millimoles de calcium. En attendant l'opération, parce que ces patients-là, on ne peut pas toujours les opérer en urgence, on les hyperhydrate et on leur donne des bisphosphonates pour diminuer la calcémie. Ok, merci beaucoup. C'est un autre traitement, mais nous, on n'aime pas vraiment. Enfin voilà, il y a des traitements qui sont hyperhydratation para qui permettent de diminuer la calcémie. Après, si la femme enceinte, je ne peux pas vous dire de bêtises. Oui, oui. Merci beaucoup, docteur, pour votre brillant d'avoir exposé. Nous laissons quand même la place aux autres personnes de poser la question. D'accord, c'est mieux. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Est-ce que vous avez des questions? Docteur Bijou, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'avais une question, mais la connexion vraiment me dérange beaucoup. Moi, la connexion dérange. J'avais une question, c'était lorsqu'on parlait de la thyroïdectomie. Reprenez s'il vous plaît la question, on n'a pas entendu. Parlé, je crois que c'est après l'intervention. Je dis ceci. Bon, vu que la connexion vraiment chez moi, il y a Thomas. Moi, au premier exposé, la question c'était concernant le G1 post-opératoire. Il a dit qu'au G1 post-opératoire, déjà là, chez eux, ils enlèvent déjà les agrafes hémostatiques. Maintenant, je voulais savoir sur les devenus de la plaie là, si au G1 déjà il faut enlever les agrafes, est-ce que la plaie là ne va pas, ça ne va pas s'ouvrir sitôt? Oui, vous avez tous la même. Mais je comprends, Je comprends, on est pareil, quand on commence à faire ce genre de chirurgie, on a aussi un peu peur, mais je vous garantis que ça se passe bien. Il n'y a pas plus d'ouverture de cicatrices. On leur met un peu de stéristrip si besoin. On leur met les tout petits stéristrips sur la cicatrice qui peuvent enlever à J5. Il n'y a pas d'ouverture de cicatrices et il n'y a pas plus d'infection. On les enlève à J1 et je vous garantis que ça se passe très bien. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Bito, ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup. Ok. Docteur Anna, vous êtes là? Allô? Oui? Oui, il y a des gens qui ont posé des questions. Il y a une question en rapport avec docteur Dickens a posé. Est-ce que l'immunothérapie peut-elle avoir sa place dans les tumeurs malignes thyroïdiennes ou parathyroïdiennes? Docteur Michael Kessel. Alors oui, c'est une très bonne question parce que c'est de l'immunothérapie, c'est ça que vous m'avez dit. C'est de plus en plus
c'est de plus en plus utilisé dans la plupart des cancers. À ma connaissance, c'est pas utilisé pour l'instant, c'est pas utilisé en chirurgie thyroïdienne. Non. Mais c'est peut-être l'avenir. Ce serait une très bonne chose alors. Oui, tout à fait. D'autres questions de la part de Dr Dickens. Quel est le régime recommandé pour les patients opérés de la chirurgie thyroïdienne? Alors, le régime, il n'y en a pas. Il n'y a pas de régime. Ils mangent et ils boivent ce qu'ils veulent. Souvent, ils ont une sensation d'angine pendant 48 heures parce qu'on les a déjà, ils peuvent avoir mal au cou, parce qu'ils ont le cou en hyperextension pendant 1 heure ou 2, et ils ont une sensation d'angine pendant 2 jours. Donc, ils mangent ce qu'ils peuvent, mais il n'y a pas de régime particulier. On ne leur dit pas de manger plus de calcium ou quoi que ce soit. Voilà, non, il n'y a aucun régime à donner. Ils mangent, ils boivent ce qu'ils veulent. D'accord. Moi, j'allais poser une question. Est-ce qu'il y a moyen de contourner les différentes causes de la thyroïdectomie totale? Il y a moyen de contourner les différentes quoi? Complications. Ah, on aimerait bien. Alors, pour ce qui est de la paralysie récurrentielle, c'est vraiment faire extrêmement attention au nerf récurrent, le repérer sur toute sa longueur. Voilà. Après, encore une fois, ça nous arrive à tous, malheureusement, d'avoir des paralysies récurrentielles. Et voilà. Pour ce qui est de l'hypoparathyroïdie post-opératoire, oui, ça, on peut faire quelque chose, c'est-à-dire il faut absolument repérer les parathyroïdes avant d'enlever la thyroïde et les laisser en place. Très important. Pour ce qui est de l'hématome, c'est faire son hémostase, mais faire bien son hémostase, quand on dit ça à un chirurgien, ça agace un peu. On fait toujours bien notre hémostase, malheureusement. Ça arrive à tout le monde d'avoir un hématome. Donc, par contre, pour éviter les hématomes compressifs, c'est, comme je vous ai dit, bien lier les jugulaires antérieurs, les petites veines qui sont sous la peau, parce que ça peut saigner. Et nous, on fait une manœuvre d'hyperpression. Comme je vous ai dit, à la fin de l'opération, on fait un Valsalva. Les anesthésistes font augmenter la pression veineuse et ça nous permet de démasquer quelques saignements veineux avec les veines qui se sont un peu collabées. Ça nous permet de démasquer un peu de saignements veineux qui peuvent arriver après l'opération. L'autre chose qu'on dit à nos anesthésistes, c'est quand tu le réveilles, ne fais pas tousser notre patient. Mais ça les agace de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est difficile pour eux de ne pas les faire tousser à l'extubation. Voilà. C'est les seules façons d'essayer de diminuer notre morbidité. Encore une fois, on n'est pas à 0%, même si on a un centre expert qu'en faisant tous les jours. Mais voilà, pour le nerf récurrent, c'est le repérer. L'hypoparathyroïdie, c'est repérer les parathyroïdes. Et l'hématome compressif, c'est bien faire son hémostase. D'accord, ça marche. C'est très bien, c'est très bien. Une autre question, est-ce que la thyroïdectomie intracapsulaire et la thyroïdectomie je ne sais pas comment il a posé la question. Il a dit la thyroïdectomie intracapsulaire. Je ne sais pas, c'est la même question. Et la thyroïdectomie intracapsulaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait. Oui, la thyroïdectomie intracapsulaire et celle de l'intracapsulaire, laquelle vous encouragez souvent de plus de le faire aux débutants. Intracapsulaire, c'est-à-dire passer dans la capsule de la thyroïde, c'est ça? Oui. Non, nous, on ne fait pas comme ça. Alors, les ORL, je crois, font comme ça. Nous, parce qu'ils disent que ça diminue, ça permet de ne pas repérer le récurrent. Le problème, c'est que ça augmente énormément la durée opératoire. Si on passe en intracapsulaire, ça va prendre 4 heures. Pour une thyroïdectomie totale, nous, on met 1 heure. Voilà. Si on passe en intracapsulaire, ça augmente énormément, le temps opératoire et 2, le risque hémorragique. C'est-à-dire qu'on laisse un peu de thyroïde sur la trachée et dans ces cas-là, on laisse du parenchyme thyroïdien et ça saigne. Donc, 1, ça augmente la durée opératoire. 2, ça augmente le risque d'hématome. Donc, nous, on ne le fait pas. On reste vraiment. Encore une fois, comme je vous ai dit, s'il y a des petits bouts de thyroïde qui nous dérangent parce qu'ils sont trop collés au nerf récurrent, on a le droit d'en laisser un tout petit peu, mais on ne fait pas en intracapsulaire parce que c'est 1, trop long et 2, trop dangereux d'un point de vue hémorragique. D'accord, ça marche. Une autre question. Est-il possible de faire la thyroïdectomie et la parathyroïdectomie en même temps? Est-il possible de le faire? Quel conseil vous conseillez-vous aux gens? Oui, ça nous arrive. C'est-à-dire que c'est un patient qui arrive avec un goitre, par exemple, multinodulaire et une hyperparathyroïdie, ça arrive. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, on fait une thyroïdectomie totale associée
à une parathyroïdectomie. Alors là, dans ces cas-là, il faut encore plus repérer les autres parathyroïdes, hein, parce qu'on sait qu'on en enlève une, donc il faut absolument en voir au moins 2 autres. Mais oui, ça arrive, il peut avoir 2 maladies, un goitre et un adénome parathyroïdien. D'accord, ça marche. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Allô? Allô, bonjour. Oui, Allô? bonjour. Bonjour. Vous suivez depuis ici, pas vraiment à bien suivre la présentation en sa totalité parce qu'il y avait des ruptures de temps en temps. J'ai une question quand même. D'abord, merci pour la présentation. Et quels sont les organes de métastase en cas de tumeurs malignes, thyroïdiennes et parathyroïdiennes? Alors, parathyroïdienne, c'est la dernière diapo là que vous voyez, ça métastase au niveau loco-régional. Donc, parathyroïde loco-régional, c'est-à-dire qu'il va récidiver au même endroit, et pulmonaire. Les cancers de la thyroïde métastasent très peu. Ça peut métastaser notamment les indifférenciés, et dans ces cas-là, c'est poumons et os qui sont les premiers sites de métastase. Mais on ne fait pas de bilan d'extension au carcinome papillaire de la thyroïde parce qu'il y a vraiment très peu de métastases. Par contre, les patients qui ont une grosse tumeur de la thyroïde, excusez-moi, c'est-à-dire l'ANAPAC qui va répondre, qui est un T4 ou voilà, une grosse tumeur de la thyroïde, dans ces cas-là, on va leur faire de l'iode et dans la surveillance, on va surveiller l'absence de métastases pulmonaires. Vous voyez avec les frais d'érythrée. Alors, je n'ai pas entendu. Je vais envoyer 32, hein? D'accord. D'accord. Bon, voilà. Donc, ça peut métastaser poumon, os, mais ça métastase tellement peu, les carcinomes papillaires, qu'on ne va pas le rechercher, sauf s'il y a un point d'appel. Merci beaucoup. Alors, je ne vous entends plus. Allô, vous êtes là? Voilà, je vous entends. Oui. Vous m'entendez bien, docteur Anna? Allô, docteur Anna, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, il y a quelqu'un qui a une question. C'est le docteur... s'il vous plaît. S'il vous plaît, qui a une question? Alors, moi, j'entends pas. Docteur X, vous avez la parole. Docteur X, docteur Abel, vous avez la parole. Ok, merci docteur Anne pour votre présentation. J'aimerais juste savoir la place de la radiothérapie et de la chimiothérapie dans la prise en charge des cancers, que nous soyons dans le PTH ou le cancer de la thyroïde. Alors, les carcinomes parathyroïdiens, il n'y en a pas. Il n'y a pas de place. Carcinome papillaire de la thyroïde, il y a très peu de place. La chimiothérapie, il n'y en a pas. La radiothérapie, ça peut se donner dans les carcinomes anaplasiques. Donc, comme je vous ai dit, c'est extrêmement rare. C'est les carcinomes indifférenciés de la thyroïde. Ça, c'est un pronostic qui est effroyable parce que très souvent, on les diagnostique trop tard et ça comprime la trachée et l'œsophage. Et donc, les patients, généralement, meurent très vite. C'est-à-dire qu'on fait le diagnostic en péropératoire et souvent, ils meurent dans les jours qui viennent. C'est la seule indication de radiothérapie, c'est donc le carcinome anaplasique, le carcinome très indifférencié de la thyroïde. Et voilà, on peut leur faire radiochimiothérapie, mais encore une fois, c'est pour essayer de diminuer la durée avant qu'ils décèdent, mais ça ne répond pas très bien. Donc, pas d'indication pour les carcinomes papillaires, pas d'indication pour les cancers parathyroïdiens. La seule indication de radiochimiothérapie, c'est le carcinome anaplasique, donc le cancer indifférencié de la thyroïde.
Oui, maintenant pour le cancer anaplasique, après avoir opéré et tout ça, on peut encore redonner encore le traitement chimiothérapie, radiothérapie pour éviter justement peut-être les risques des récidives post-op. Ah oui, mais non, mais encore une fois, l'anaplasique, on les opère quasiment pas complètement. C'est-à-dire que le cancer anaplasique, souvent, on le diagnostique en opératoire. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une tumeur pierreuse qui est indissécable de l'œsophage, indissécable de la trachée, indissécable de rien. Dans ces cas-là, on fait une macrobiopsie et on s'en va pour avoir une biopsie, pour avoir un diagnostic. Donc, on leur donne dans ces cas-là radiochimiothérapie. Si on a la chance de pouvoir avoir opéré, réussi à faire une thyroïdectomie totale sur un carcinome anaplasique, ce qui est quand même extrêmement rare, effectivement, on peut leur faire de la radiochimiothérapie pour diminuer le risque de récidive. Mais encore une fois, c'est un pronostic c'est un traitement qui ne marche pas très bien et c'est un pronostic qui est effroyable. Mais effectivement, c'est la seule indication, c'est l'anaplasie. OK, d'accord. Merci, docteur Anne. Merci. Bon. Ça vous va? On va peut-être s'arrêter là? Sauf si vous avez des questions. Ça va déjà. Merci, docteur. De ma part, ça va. Merci. D'accord. Allô? Oui. Oui. Allô? Oui, je vous entends. Oui, apparemment, il n'y a plus de questions. Attends, je vérifie. Bon, il y a quelqu'un qui a demandé que dites-vous de la chimiothérapie et de la radiothérapie de l'enfant en stade de tumeur. Docteur Hugues. Alors ça, on a répondu. C'est déjà répondu. Merci, c'est déjà répondu. Apparemment, il n'y a plus de questions. Nous sommes quasiment à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Je ne sais pas, docteur Anna, avez-vous un mot à dire? Non, mais nous, on est ravis de travailler avec vous et on est ravis de faire ces cours. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est joignable par mail. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. On est très content de participer à ces cours. Vraiment, nous n'avons pas de à vous dire par rapport à votre sacrifice d'avoir accordé cette temps. C'est vraiment un honneur pour nous de vous écouter et j'espère que ce ne sera pas pour la dernière fois. Sinon, les différents participants aimeraient aussi avoir le diapositive, hein, comme le Pierre Patin avait fait. Je vous les envoie. Je vous envoie ça par mail. Oui, ok, ça marche. Sinon, chez vous là-bas, vous allez bien? Ah, nous, ça va. Ça va. C'est en train de se calmer un petit peu. On survit. Et vous? Oui, nous aussi, ça va. Le pauvre Pierre Canton n'est pas là aujourd'hui. Ah, il n'est pas à côté de moi. Il est à Saint-Louis. Là, on est sur 2 sites. Donc, moi, je suis à la Rivoisière. Il n'est pas à côté de moi, mais il est là. Ah, ok. Nous sommes vraiment très contents. Et nous avons la vidéo. On a enregistré la vidéo. On va la monter et puis nous allons vous la renvoyer, la vidéo de ce jour. Ok, parfait. Moi, je vous envoie les diapos. Et ça marche. Est-ce que les participants, vous avez un mot à dire? Docteur Anna est là. Bientôt, elle va partir. Tout le monde, vous avez la parole. Est-ce que vous avez un mot à dire? Oui, hein, mon Ok. Apparemment, il n'y a plus de questions. Docteur Anna, nous tenons à vous remercier. Merci infiniment. De bonnes choses à vous. À bientôt. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour cet exposé brillant. Nous sommes contents de vous écouter. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous pareillement. Bonne soirée.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.